Ben, bonsoir tout le monde. Bonsoir, merci d'être venu à la petite présentation de ce soir. C'est toujours le fun de faire ça. On va avoir, vous allez voir, le menu est assez varié ce soir. On devrait bien rigoler. Je vais essayer de vous montrer des choses que moi je trouve absolument fascinantes. Et sous-jacent à ça, on a le thème du bio-inventaire des araignées de bois de brossard. Depuis quelques années, je me suis intéressé à ça. Je me suis intéressé au fait de pouvoir documenter la diversité qu'on a au Québec. Alors, je fais ça avec un de mes bons amis, Gilles, qui est un excellent photographe. À la deuxième partie de la présentation ce soir, vous allez pouvoir admirer plusieurs de ses œuvres. Alors, j'ai plusieurs questions plusieurs concepts que je vais essayer de vous expliquer, mais le premier, je vais répondre à la question comment ça se fait, Pierre, que toi, tu t'intéresses aux araignées? Parce qu'en général, les gens ne s'intéressent pas à ça. Ce qu'on a comme réaction, c'est « Ah, c'est dégueulasse! » Ça, j'entends ça tout le temps, mais ce que je vais essayer de faire avec vous ce soir, avec mes petites histoires, je vais essayer de vous démontrer que, un, c'est pas dégueulasse, mais ça peut être vraiment joli. Deux, il y a des choses absolument fascinantes qui sont là-dedans. Et on a une grande partie de la diversité du Québec que nous-mêmes, on ignore. Alors, rendu vers la fin, vers la demi de la présentation, je vais vous montrer des choses qu'on a trouvées ici à Brossard, puis te dire « Hey, je ne savais même pas qu'on avait ça dans notre propre cours. » C'est quelque chose qui est très méconnu. Puis un de mes rôles ce soir, ça va être de vous montrer tout ça. Mais la première question à laquelle je réponds, c'est comment ça se fait, Pierre, que tu t'intéresses aux araignées? Et il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une espèce de petit ménage dans mes photos de famille qui explique à peu près tout de ce que je suis maintenant. Alors ça, c'est une photo, je venais à peine de naître, j'avais une petite pointe de cheveux dans les airs qui ressemble beaucoup à des petites araignées. Une année plus tard, ou à peu près, ça s'est pas arrangé, j'avais encore ces espèces de petites là. Donc, dans mon cas, l'intérêt pour les bestioles, c'est quelque chose qui remonte à très loin. Alors, quelques années plus tard, j'ai eu une phase papillon, mais ça s'est calmé très vite parce que c'était pas assez excitant pour moi. Un peu plus tard, là c'est vrai par exemple, quand je suis rentré aux études graduées, c'est vrai, j'ai fait mon école, je me suis intéressé à l'écologie, à l'anthropologie et finalement à l'arachnologie. J'ai fait mon doc et ma maîtrise dans les forêts boréales. Est-ce qu'il y a des espèces qui sont associées aux vieilles forêts? J'essaie de répondre à ce type de questions-là. Mais c'est au post-doctorat que les choses ont commencé à changer pour moi. En fait, j'en ai fait 3 qui sont en arachnologie, c'est vrai, mais les araignées que j'étudiais, c'était des araignées qui sont spécialisées dans les cavernes, qui ne se trouvent que dans les cavernes, donc je suis devenu par la force un biospéléologue. J'ai fait mes dents aussi avec tout ce qui est ADN et génétique, parce que maintenant en science, la plupart du temps, quand on fait des grandes découvertes, on essaie de comprendre un système, ça passe par ces choses-là. Je suis devenu par la force des choses aussi un taxonomiste, quelqu'un qui est capable de classifier et d'identifier les bestioles. On peut le faire avec l'ADN, on peut le faire aussi avec d'autres méthodes que je vais vous expliquer tantôt. Et tout ça, ça m'a amené à vraiment développer de l'intérêt pour la conservation. La conservation, ça a l'air d'un mot simple, et c'est quelque chose qui est assez complexe, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais ça dans notre vie de tous les jours, et en fait, ça veut dire qu'on va essayer de faire attention aux choses qui sont proches de nous, à notre planète, aux habitats, aux parcs. Mais pour être capable de bien faire ça, et c'est ce que j'essaie de développer, il faut savoir qu'est-ce qui vit là-dedans. Moi, mon intérêt pour ce qui est de la conservation, c'est d'être capable de documenter ces choses-là. Et le travail a fait que j'ai travaillé longtemps sur des espèces qui étaient menacées d'extinction. Donc, à chaque fois qu'on documentait ça, on se trouvait à documenter un petit peu plus de meilleures raisons pour pouvoir mieux les conserver et mieux les protéger. Alors, avec le temps, j'ai écrit quelques bouquins, j'ai fait plusieurs choses en taxonomie principalement. J'ai écrit à peu près une centaine d'articles scientifiques aussi. C'est quelque chose que j'aime bien faire, écrire. J'ai parti il y a quelques années, il y a 3 années, une revue scientifique parce que je trouvais qu'au Québec, on n'avait rien qui accotait cette espèce de besoin-là de pouvoir décrire et de documenter les choses qu'on a ici au Québec. Donc, une revue qu'on distribue de façon électronique qui s'appelle Hutchinsonia, qui est consacrée aux araignées. Et l'année passée, j'ai fait ma première bande dessinée. Malheureusement, je dessine comme un pied, je dessine vraiment mal, mais le contexte qui est en arrière, en fait, c'est une bande dessinée à caractère scientifique. C'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs. J'essaie de pousser très fort dans cette direction-là maintenant. Le premier tome s'appelle Bébites et stalagmites, où ce sont des Québécois qui vont à la recherche de bestioles dans les cavernes du Texas. Si jamais le concept vous intéresse, venez me voir, j'en ai quelques copies, ça va me faire plaisir de vous montrer ça. Donc c'est vrai, j'ai fait une bonne carrière scientifique, mais maintenant je m'intéresse beaucoup au bio-inventaire. Alors un bio-inventaire, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On va essayer de valoriser la diversité des êtres vivants qui sont là-dedans, et en particulièrement au Québec, parce qu'au Québec, malheureusement, il n'y a pas, malgré le fait qu'on ait des institutions pour sondes et des gens qui sont supposés parler pour défendre ça, on entend très peu ce discours-là. Comment ça se fait qu'on a des choses qui valent la peine d'être conservées, la peine d'être protégées, qui sont rares, dont on en connaît peu de choses. Moi, c'est l'espèce de créneau qui m'a tenté de me développer. Donc, au menu ce soir, on a ma présentation, on serait très content, c'est déjà fait. Je vais vous donner un petit cours d'arachnologie, donc arachnologie 101 avec quelques principes de base pour être capable de bien comprendre
comprendre le travail qui a été fait ici à Brossard. On va parler ici de quelques grands principes de conservation. Je vais vous montrer, vous expliquer l'approche que j'ai utilisée pour être capable d'évaluer quelle est la diversité qu'on a ici au bois de Brossard. Les résultats, qu'est-ce qu'on a obtenu? C'est pas encore tout à fait final, mais déjà c'est super intéressant. Et je vais vous donner donc les grandes lignes des résultats qu'on a fait pour le projet de cet été. Et on va avoir du temps en masse pour des questions, d'autant plus qu'on n'est pas beaucoup. Fait que quand c'est intime, c'est plus fun, on peut parler plus longtemps. Alors, première grande question, qu'est-ce que c'est que ça qu'une araignée? Alors, c'est là que je vous montre quelques éléments de c'est quoi ça, la taxonomie. Comment est-ce qu'on fait pour classer les êtres vivants? Alors, on peut partir du fait qu'on a des animaux, par exemple, qui sont des êtres vivants. Mais chez ces animaux-là, ils ont des caractéristiques particulières. L'exemple que je peux vous donner, c'est qu'il y a certains animaux qui possèdent une colonne vertébrale. Par exemple, les mammifères, les amphibiens, les poissons, les reptiles, les oiseaux. Ce sont les 5 grands groupes qui ont une colonne vertébrale. Mais il y en a toute une autre gamme qui existe qui, elles, n'ont pas de colonne vertébrale. Donc, colonne vertébrale, ça va. Et si on a classé ça, donc on a dit, hey, ça te prend une colonne vertébrale pour être dans ce groupe-là. Et si on a un groupe dans lequel il n'y a pas de colonne vertébrale, et parmi tous ceux, je ne les montre pas tous ici parce qu'il y en a beaucoup trop, il y en a quelques-uns qu'on appelle des arthropodes. Arthro, est-ce qu'il y en a ici qui font de l'arthrite? J'espère que non, mais arthro, en fait, ça veut dire une articulation. Et pod, ça veut dire une patte. Donc, les arthropodes, ce sont les bestioles ou les animaux qui ont des pattes qui peuvent bouger. Par exemple, les insectes ont ça, les myriapodes, les crustacés, les arachnides. Donc, chez les arthropodes, 4 grands groupes, dont les arachnides qui contiennent nos araignées. On va y arriver dans quelques secondes. Alors, les arthropodes, 4 grands groupes, les arachnides, les myriapodes, qui sont les mille-pattes et compagnie. Myria, qui veut dire plusieurs, donc plusieurs podes. Ça, c'est le groupe des mille-pattes. Les crustacés, les crabes, bien sûr, mais je montre aussi celui-là parce que ça, c'est un des rares crustacés terrestres qu'on a. Mais tout le monde a vu ça. Quels sont ceux qui appellent ça une bibite d'humidité? Moi, j'ai appelé ça longtemps comme ça, mais en fait, c'est un crustacé, c'est un isopode, ça fait partie de ce groupe-là ici. Et le quatrième, ce sont les insectes qu'on représente ici souvent par des petits papiers. Alors, les petits noms qu'on leur donne, bibite, pour ceux qui viennent d'Europe, bestioles, en fait, ça concerne exactement ça, ce sont les arthropodes. Mais là, alors, si on veut être un peu meilleur, parce que ça, habituellement, je montre ça aux petits-enfants, je leur dis, les adultes ne sont pas très bons, ils appellent ça des bites, nous, on va être meilleurs, on va aller plus loin que ça. Et le critère, en fait, c'est le nombre de pattes, tout simplement. Les myriapodes en ont 20 et plus. Alors, est-ce que c'est vrai que tous les 1000 pattes de la planète ont 1000 pattes? Et non, bien sûr que non. En fait, jusqu'à l'année passée, ça c'est intéressant, il n'y en avait aucun sur Terre qui avait 1000 pattes. Le plus qui existait, c'était 784. C'est beaucoup de pattes, c'est vrai, mais cette année, j'ai un ami à moi qui travaille en Australie, qui est un expert des myriapodes, a trouvé le premier 1000 pattes sur Terre qui a 1312 pattes. Donc, depuis l'année passée, on en découvre encore des choses intéressantes. Depuis l'année passée, le premier 1000 pattes sur Terre qui a au moins 1000 pattes. Là, c'était rigolo parce que quand il a communiqué ça dans son article, on dit « Ah, c'est même pas toi qui as compté, tu n'es pas capable de compter jusque-là. » Mais sachez maintenant qu'il y a au moins 1000 pattes sur Terre qui a au moins 1000 pattes. C'est intéressant. Donc, 20 pattes et plus. Il doit avoir une bonne longueur. Oh, oui, ben oui, c'est assez long. Et ça vit dans les cavernes d'Australie. Alors, pour avoir 1320 pattes, ça en prend quand même pas mal. Les crustacés, c'est entre 10 et 18. Les arachnides, 8. Tenez bien ce chiffre-là, on va s'en servir tantôt. Et les insectes en ont 6. Donc, pour faire, déjà, vous êtes rendus des pas pires taxonomistes d'arthropodes, parce qu'on peut reconnaître les insectes 6 pattes, 8 les arachnides, 10 à 18 les crustacés, 20 et plus les myriapodes. Alors, les arachnides, si on peut commencer à regarder là-dedans, il y en a plusieurs sortes d'arachnides, il y en a plusieurs que vous connaissez déjà. Les acariens sont des arachnides et les tiques sont une famille, en fait, ce sont les Cyxodidés qui sont une famille d'acariens qui sont des arachnides. Au Québec, on a aussi des pseudoscorpions très mal connus, les gens ne connaissent pas ça. De temps en temps, les gens peuvent en voir un dans leur salle de bain. Cette espèce-là ici, c'est très commun. Ça vit avec les humains en plus. Donc, pseudoscorpions, on a ça. Ils ont aussi 8 pattes parce que ce sont des arachnides. Les opilions, tout le monde connaît ça, on a tous vu ça sur les murs des solages à l'extérieur. Les gens pensent que ce sont des araignées et non. Mais ce sont des arachnides parce qu'ils ont 8 pattes. Et les araignées sont celles dont on va parler le plus aujourd'hui. Donc, les araignées sont aussi des arachnides. Tout ce beau monde-là ici a 8 pattes. Alors, comment on fait? Bon, on peut les compter, hein, c'est facile. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça, c'est vrai pour tous les arachnides. Les araignées ont des choses de plus. Ils ont une paire de palpes. Et les palpes, c'est 2 petites mini-pattes qui sont ici en avant. Puis on ne les compte pas dans les 8 parce que ça ici, c'est pas une paire de pattes pour marcher.
en fait, c'est une paire de pattes pour faire des bébés. Parce que quand ce sont des mâles araignées, cette paire de pattes-là ici, elle est modifiée par ressemble à des petits gants de boxe. Ça, je vais vous montrer ça tantôt. Donc, les araignées ont ça, les autres araignées n'ont pas ça. Donc, ce sont des caractères qui nous permettent d'identifier les araignées. Le corps est en deux parties. Une première, qu'on appelle le céphalothorax, sur laquelle il y a les yeux, la bouche et les pattes, et en bas, on a un abdomen. Et sur l'abdomen, il y a une structure incroyable qu'on appelle des filières. Puis avec les filières, ça sert à faire quoi? Ça fait des fils. Avec les fils, ils font quoi? La toile. Les toiles, entre autres. Et ça ici, en fait, c'est rigolo, parce que c'est comme des petits mini-pattes, mais des mini-pattes spécialisées pour être capable de faire des fils. Et il n'y a que les araignées qui ont ces caractéristiques-là ici. Alors, grande question pour vous. Est-ce que quelqu'un dans la salle sait combien les araignées ont de yeux? 8 yeux, bonne réponse. Monsieur, au fond, avait une bonne réponse. Alors, quand on a, là, je vais en montrer une de face pour bien comprendre comment ça fonctionne. Il y en a 1, 2, 3, 4 en avant, mais ce n'est pas tout, parce que la réponse, c'est pas 4, c'est 8. Alors, les 4 autres sont où? Ils sont sur le dessus. Il y a le numéro 5, le 6, le 7 et le 8. Donc, 4 yeux pour voir en avant et 4 yeux pour voir en arrière. Puis nous, les humains, est-ce qu'on a des yeux pour voir en arrière? Quand je pose ça habituellement aux enfants, ils me disent « Non! » Attention, les professeurs ont des yeux en arrière. Les mamans aussi. Et les mamans professeurs, ben ça, c'est ce que je dis. Toutes les sortes d'araignées, c'est à peu près comme ça? Au Québec, on dit 99,9. Dans la réalité, ça, c'est une généralisation qui fonctionne. Et dans la réalité, 6, 4, 2 et 0, ça existe aussi. Okay. Mais au Québec, on est rendu à 709 sortes, il y en a 2 qui n'ont pas d'études. Donc, ici, on peut dire que 8. Et le standard mondial, c'est 8 yeux. La plupart du temps, c'est ça, mais il y a quelques exceptions. Donc, 8 yeux. Et c'est là que je trouve que les araignées sont drôles, parce qu'on a vu qu'elles ont 8 pattes. Elles ont 8 yeux, puis si on regarde le corps, comment elles sont faites. En fait, il y a une première boboule en haut, une deuxième boboule en bas, et ça nous reste quoi? Encore un 8. Donc, le chiffre 8 pour les araignées, quand on retient ça, on a déjà appris plein de choses, parce que ça va nous permettre de les distinguer. Un petit peu plus loin. Comment on fait pour reconnaître les sexes? Comment on fait pour reconnaître un mâle d'une femelle? Vous allez voir, c'est important. Vous allez voir tantôt pourquoi. Les mâles, je l'ai mentionné, mais ils ont en avant une espèce de petite paire de pattes modifiée. Et quand c'est un mâle, c'est modifié pour avoir une petite forme de grande box, comme ça ici. En fait, ce sont les organes reproducteurs des mâles qui sont situés comme ça en avant. Les femelles n'ont pas ça du tout. C'est juste une petite paire de mini-pattes ordinaires comme ça qui n'est pas modifiée. Par exemple, les femelles ont sur l'abdomen leur appareil reproducteur, en fait, est une espèce de structure qu'on appelle une épigine. Et là-dedans, il y a des ouvertures, il y a des petits tuyaux, puis il y a des réservoirs à l'intérieur. Donc, comment on fait pour reconnaître les mâles? C'est facile. Les mâles ont des petits gants de boxe modifiés. Les femelles n'en ont pas. Les femelles ont sous leur abdomen cette espèce de structure-là, ici, qui est leur organe sexuel, en fait. Donc, mâle, petit pâle, les femelles n'en ont pas. Les femelles ont ça ici. Qu'est-ce qui arrive quand c'est un bébé araignée? Bien, ils n'ont ni l'un, ni l'autre. Parce qu'ils ne sont pas encore rendus adultes. Ce qui est intéressant, pourquoi je mentionne ça, c'est parce que dans cette forme-là, ici, cette forme de petit gant de boxe, et cette forme d'épigine-là, ici, chaque espèce d'araignée sur Terre a une forme de gant de boxe particulière qui est propre à une espèce. Les femelles ont cette espèce de structure-là, et toutes les femelles de la même espèce ont la même structure. Tous les mâles de la même espèce ont cette espèce de petit gant-là, ce petit gant de boxe-là, qui forme une structure assez complexe. Je vais vous en montrer quelques-uns. Mais là, avant ça, je vais vous pratiquer un petit peu. Je vous montre une araignée. Vous allez me dire, est-ce que c'est un mâle ou si c'est une femelle? Alors ça ici, c'est quoi? Un mâle, c'est bon. Celui-là ici? C'est un mâle, il est même pas mal à manger. Celui-là ici? Femelle, ça va bien, vous êtes bon. Celui-là ici? Un mâle. Celui-là ici? Femelle. Celui-là ici? Un mâle. Celui-là ici? Vous êtes bon. Attention, ça fonctionne pour les araignées, ça ne fonctionne pas pour les insectes. Pour les autres groupes taxonomiques, c'est pas ça. Mais pour les araignées, c'est toujours vrai. Les mâles ont ces gants de boxe-là, les femelles ont l'épigine. Dans les autres groupes, ça ne fonctionne pas, donc il faut être attentif à ce qu'on fait. C'est pas mal bon, franchement. Alors ça ici, insecte ou arachnide? Insecte, parce que c'est pattes, entre autres. Celui-là ici, insecte ou arachnide? Arachnide, mais est-ce que c'est une araignée? Non. Si on regarde bien, oui, il y a 8 pattes, c'est vrai. En fait, il y en a 7 à l'origine. Et ça, c'est pris avec juste une boboule ensemble.
Donc, la grande différence entre les araignées et les opilions, parce que son nom c'est un opilion, c'est le nombre de segments qu'ils ont. Tous les opilions ont une seule bouboule comme ça ici. C'est drôle, j'avais demandé ça à des enfants, il dit, combien de boboules? Le petit gars bien enthousiaste qui me dit, il y a 0 boboules! Lui, il voulait dire en forme de 0. S'il y a 0 boboules, après quoi sont accrochés les pattes? Le gros problème. Là, les opilions, une seule boule en forme de 0, et les araignées, toujours 2. Comme ça, ici, c'est très clair que ça devient une araignée. N'est-ce pas? Parce qu'on a 2 parties, on a le céphalothorax et on a l'abdomen. Et est-ce que c'est un mâle ou une femelle? Le mâle. Ça devient très évident et très facile quand on comprend la logique. Je vous le répète, chaque espèce a une forme de gant box comme ça. Et quand on fait de l'identification d'araignées, en fait, c'est celui de comparer ces structures-là avec des dessins qui existent pour voir à quoi correspond cette espèce de forme de gant box-là. Je vais vous montrer des exemples. Alors, les araignées sont des prédateurs, c'est vrai. Ça veut dire qu'ils mangent des proies vivantes. Ça, c'en est une. Ils ont toutes sortes de stratégies pour être capables d'attraper leur proie. Ici, ça c'est très commun, tout le monde a déjà vu cette araignée-là. On a ça souvent dans nos jardins, dans les fleurs. Celle-là est un petit peu plus difficile à voir. Mais le camouflage est très bon parce que c'est une des rares espèces qui est capable d'adapter sa coloration à la type de fleur sur laquelle elle se trouve. Ça, croyez-le ou pas, c'est la même espèce. Et ça, on a ça au Québec, c'est très commun, très fort à voir, très intéressant aussi. Alors, ce sont des prédateurs. Il y a, j'ai regardé cet après-midi, 51 482 espèces connues à ce jour sur la planète. On évalue qu'il y en a encore à peu près 40 000 à découvrir. On en découvre à peu près, à tous les jours, il y en a. Chaque année, on ajoute quelque chose. Il y a un catalogue mondial qui recense ça, c'est pour ça que je suis capable de vous le dire. On rajoute à peu près 2000 espèces d'araignées facilement à chaque année. Donc, les chiffres progressent bien. Et sur les 51 482, ce sont tous des prédateurs, sauf une qui, elle, est végétarienne. Et mon ami Gilles a écrit un super blog sur cette araignée-là. Il a pris des photos absolument magnifiques. Si vous avez le temps, allez voir sur notre site web. Je vous donne les coordonnées tantôt. On explique et on montre toute la grande complexité de ce phénomène-là, d'avoir une araignée végétarienne. C'est quand même vraiment intéressant. Mais on peut se rappeler que la plupart, ce sont des prédateurs. Est-ce qu'on peut poser des questions en cours de route ou pas? J'aime mieux à la fin. Parfait. Si vous voulez, vous avez un crayon, en plus, vous pouvez les noter, parce que j'ai mon... Oui. Je m'égare déjà assez facilement avec des questions. Une fois que j'avais fait mon travail, on va y revenir. Alors, toutes les araignées font de la soie. Ça, c'est quelque chose qu'on sait. Mais ce ne sont pas toutes les araignées qui font des toiles. Il y en a beaucoup qui font des toiles, c'est vrai. Mais par exemple, les salticidés, celles que tout le monde aime parce qu'ils ont des grands yeux qui nous regardent et ont l'air tellement mignonnes, eux ne font pas de toiles, ils chassent à vue. Donc, faire des toiles, oui, ça fonctionne bien. Il y a plusieurs espèces qui font ça, mais ce ne sont pas toutes les espèces qui font ça. Il y en a plusieurs qui, elles, vont chasser tout simplement en regardant ce qu'il y a devant eux. Et dans ce cas-là, dans le cas de cette famille-là, ils font des petits sauts, ils sont capables de calculer la distance de leur saut pour sauter en plein sur leur proie. Donc, les deux stratégies existent. Pour l'identification des espèces, je vous en parlais tantôt. En fait, ça ici, ce qu'on voit, c'est un palpe mâle. Il y a des petits noms pour toutes les petites structures qui sont là-dedans. Là, je ne vous embêterai pas avec ça, ça ne donne absolument rien. Mais sachez que chacun des petits morceaux a un nom. Et quand on compare avec différentes espèces, on voit très bien que ce n'est pas le même tacon. En fait, tu vois, celui-là ici, c'est une magnifique photo. On voit un petit peu le pal comme ça. Si on le prend, on le coupe, puis on le met au microscope, puis on le dessine, on va avoir une forme comme ça, tout à fait différente de ça. Mais toutes les araignées qui appartiennent à cette espèce-là, tous les mâles ont toujours cette structure-là. Celles qui appartiennent à celle-là ont toujours cette structure-là. Donc ça devient un caractère qui est fun, parce que ça nous permet d'identifier les choses en étant sûr de notre coup. Quand on a un adulte, on peut dire « Ah ah, c'est telle chose ». Si on a un bébé, on ne peut à peu près rien dire. Donc, dans les bio-inventaires, comme on fait, on cherche surtout les adultes, parce qu'avec les bébés, on ne peut rien faire, à moins de faire un profil génétique. Là, on peut y arriver par ça, mais ce n'est pas notre but aujourd'hui. Donc, les mâles ont ces espèces de structures-là qui ressemblent à des petits gants de boxe. Les femelles, même principe. Ils ont une structure sur leur abdomen. Il y a des petits tuyaux, des ouvertures, mais chaque forme des tuyaux à l'interne, on ne les voit pas parce que c'est pas par transparence ici. Et les petits réservoirs qui sont en là, chaque espèce sur Terre possède une forme qui lui est propre. Et c'est comme ça qu'on est capable aussi d'identifier les femelles. En poussant un peu plus loin, mâles et femelles de chaque espèce, à l'intérieur d'un même genre, par exemple, ici c'est le genre Agineta, Agineta luteutilis, Amersaxatilis, chacune
quand c'est dans le même genre, oui, les structures vont se ressembler, mais il y a des caractères, il y a des petites structures qui vont nous permettre de faire la différence. Sinon, on serait toujours en train de s'ostiner sur tout. Mais ce n'est pas le cas parce que chaque espèce sur Terre possède sa forme. Dans un même genre, oui, ils se ressemblent plus. Ça, c'est la structure femelle, la structure mâle, vous comprenez le principe. Et quand ce sont des bébés, encore une fois, c'est impossible à identifier. Alors, quand on parle de conservation, en fait, qu'est-ce que c'est quand on parle de conservation? Maintenant, de nos jours, le nœud de la guerre est souvent d'acheter des terrains pour les protéger. Que ce soit la ville de Brossard, ailleurs dans le monde, on fait toujours le même exercice. On essaie d'acheter une forêt. On dit, bien, celle-là, on la conserve, c'est souvent en perpétuité, hein, c'est pour les siècles et les siècles à venir. Alors, on essaie d'acheter des terrains. C'est tout à fait bien parce que ça donne accès aux gens à des espaces qui sont verts et qui sont protégés et qui existent. Et on ne peut pas faire n'importe quoi avec ces terrains-là. Tout à fait valable comme raisonnement. Mais on protège quoi au juste? Ça, c'est la deuxième étape. C'est intéressant. Mais quand on la pose aux gens qui font ça, les gens nous répondent la nature. On protège quoi? On protège la nature. Tout à fait bien. Moi, ma question, étant scientifique, ouais, mais on la mesure comment la nature qu'on va protéger? Est-ce que c'est de la bonne nature? C'est-tu de la nature qui vaut, qui est plus intéressante pour la conservation? Si on a deux endroits, lequel est le meilleur à protéger? Les deux, c'est de la nature. Mais comment on va faire pour aller une étape plus loin, pour savoir laquelle serait la meilleure si on a le budget pour en acheter seulement une? C'est un petit peu ce que je propose, moi, comme démarche. Alors, c'est sûr que plus c'est grand, plus c'est mieux, mais l'intérêt principal, en ce qui me concerne, c'est qu'est-ce que cette réserve, qu'est-ce que cet endroit-là, qui est pour la conservation, va contenir. Parce que la diversité des espèces qui va vivre dans ces endroits-là qu'on protège a une certaine valeur. Il y a des espèces qui sont rares, il y a des espèces aussi qui sont protégées par la loi. Plus on a de ce type d'espèces-là dans un endroit qui est déjà conservé, plus ça devient intéressant, plus ça donne de la valeur à ce terrain-là ou à cette initiative-là. Et cette approche-là, c'est ce qu'on résume dans l'approche qu'on va essayer d'étudier la biodiversité ou de la diversité biologique, ça veut dire exactement la même chose, d'un endroit qui est acheté pour la conservation. Souvent, on y va avec le nombre d'espèces. On se dit, ah oui, si on va avoir une biodiversité intéressante, si on a 200 espèces, c'est beaucoup plus intéressant que si on en avait 4. Tout à fait logique. Et le nombre d'espèces seul n'est pas... Oui, c'est un bon paramètre pour mesurer les choses, mais ce n'est pas le seul à considérer, puis je vous donne un espèce d'exemple ici. Alors, supposons qu'on a un habitat ou une situation numéro A, dans laquelle on a juste 3 espèces. On veut comparer ça avec la B, dans laquelle on a 10 espèces. Là, on se dit, hey, wow, 10 espèces, c'est bien mieux que 3. Mais il faut aller voir un petit peu plus loin que ça. Oui, le nombre d'espèces est intéressant, parce que si, dans mon cas A ici, mes 3 espèces, c'était de chouette rayé, un pic avant tout, un grand héros des espèces d'oiseaux qui sont intéressantes. Puis je regarde, je compare ça dans la situation B, ce que j'ai, c'est des mouettes, des pigeons, des ratons, des abdos, des coquerelles, des hermès. Et quel est le traitement que j'ai fait pour passer de A à B? A, c'est un boisé. Puis B, ben là, on a décidé de construire un McDo. Même si on a plus d'espèces dans ce cas-là, ce n'est pas nécessairement plus intéressant. Donc, le chiffre tout seul, oui, c'est une indication, mais c'est toujours mieux de comparer qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a acheté. C'est sûr que si on veut protéger un endroit pour avoir de la valeur, c'est pas très très long, mais si on débat un petit peu, ou on regarde quelle est la composition de l'espèce, on va conclure que ça, c'est peut-être plus intéressant, parce que ça devient de plus en plus rare, et ça, on en a malheureusement de plus en plus. Donc, on peut essayer de jauger avec un nombre d'espèces, mais il faut aller un petit peu plus loin que ça. Quelles sont les espèces à l'intérieur? C'est là que moi, j'entre en compte avec l'approche que j'essaie de faire valoir. Alors, quand on va avec la biodiversité, on pourrait dire, hey, on va essayer d'évaluer toutes les espèces qui sont dans un boisé. Et là, pas de chance. Parce que là, on peut avoir des algues, on peut avoir des végétaux, bien sûr, on peut avoir des insectes qui sont... Les insectes, c'est un gros morceau parce qu'il y a une diversité énorme là-dedans. Avoir des experts pour dire quelles sont les espèces qu'on a, pas toujours facile. Alors, l'approche que j'essaie de préconiser le plus, c'est d'utiliser un groupe qu'on va appeler un bioindicateur. Autrement dit, on va prendre un groupe de bébés, un groupe de bestioles, un groupe d'êtres vivants, puis on va essayer d'assumer que ce groupe-là réagit comme l'ensemble de la biodiversité ou la diversité biologique d'un endroit arriverait. Traditionnellement, les arbres, ce sont des bons bioindicateurs. Sauf que si tu y vas pour faire une étude comme on a fait dans le boisé de Brossard avec juste les arbres, quelque chose d'incroyable, on se ramasserait avec 20 espèces. 20, ça c'est quand ça va bien. Quand ça va très mal, on aurait quoi? 12. Et c'est un bon... Mais oui, dans certains cas, ça peut être de bons indicateurs, mais pas autant que les araignées, puis on va y arriver pourquoi. Et
Les oiseaux, un peu la même chose. Les plantes, c'en est un très classique aussi qu'on va essayer de bien documenter. Les entomologistes vont essayer d'y aller avec les papillons, mais souvent le nombre de papillons, le nombre d'espèces de papillons va être fortement corrélé aux plantes. Pourquoi? Parce qu'ils mangent des plantes. Donc les deux sont intimement liés. Avec les araignées, on tombe dans un autre type de bioindicateur et je vous explique pourquoi. Alors c'est le bioindicateur par excellence. Pourquoi? Parce qu'on a au Québec un nombre suffisant d'espèces pour être capable de détecter des différences. 709 espèces au Québec, c'est beaucoup d'espèces. Donc, si on essaie d'évaluer la diversité pour la conservation d'un endroit, avec 709, on a plus de chances de pouvoir arriver à détecter des différences. Ils sont dans absolument tous les habitats. Que ce soit pour mettre une toile ou pour chasser à vue, il y a des espèces qui aiment les endroits secs, il y en a d'autres qui aiment les endroits mouillés, il y en a d'autres qui aiment la végétation basse, la végétation haute, les forêts, les mers. À peu près tout le type d'habitat qu'on peut penser, il y a des espèces qui sont des spécialistes de ces endroits-là. Et ça nous donne une excellente façon de mesurer quelle pourrait être la diversité là-dedans. Ils sont sensibles aux variables environnementales aussi. C'est possible d'identifier à l'espèce avec ce que je vous ai montré tantôt. C'est supposons on attrape une petite araignée et le gant de boxe qu'on voit ne correspond à rien de connu sur la Terre. Bingo, on vient de trouver une nouvelle espèce. Parce qu'il en reste au Québec de ça? Oui, il en reste. J'en ai trouvé une quinzaine à date, puis chez nous, j'en ai autre quinzaine qui n'ont toujours pas de nom. À date, on sait que ça vit au Québec. Et je vais vous montrer quelques exemples de ça tantôt, des choses qui ont été décrites récemment, mais qui sont absolument extraordinaires. Puis ça se ramasse plutôt facilement. Ce n'est pas un gros problème d'aller ramasser des araignées. Si on a les bons protocoles, on peut en ramasser pas mal. Donc, si on les choisit comme bioindicateurs, en fait, on a 709 espèces au Québec, c'est vrai. S'ils sont tous au même temps, au même endroit, ce qui risque d'arriver, c'est que dans la compétition, on va finir à la faire avec une seule grosse araignée. Ça ne va pas comme ça. Donc, on sait que les araignées, en plus de préférer plein de choses, ils vont se répartir en fonction de l'espace et en fonction du temps. Et quand je dis ça, à chaque fois, je pense à Spock, parce que le temps et l'espace, ça a l'air d'être les deux grandes variables. Oui, c'est vrai dans Star Trek, c'est aussi vrai en écologie. Comment on fait pour définir ça? Vous allez voir, c'est assez simple. En fonction de l'espace, ce qu'on sait, c'est que les différentes espèces d'araignées, bien, ils ont des différents milieux qu'ils vont aimer. Il y a des espèces qu'on va retrouver dans les champs. Ceux qui se retrouvent dans les champs, habituellement, ne se retrouvent pas dans les milieux humides. Ceux qui sont dans les milieux humides, habituellement pas dans les milieux forestiers, dans les milieux secs, dans les milieux rocheux. Et il y a donc des espèces, il y a une spécialisation de la faune des araignées en fonction du type d'habitat. Donc, si on a un immense endroit, les espèces vont se distribuer dans les endroits qui vont avoir le plus d'affinité. Donc, ils se séparent l'espace en fonction des espèces. Pas mal de fun qui fassent ça. En plus de ça, il y a des espèces qui vont préférer, par exemple, la végétation arbustive. Quand il y a des arbustes ou des plantes qui sont hautes, eux vont soit aller chasser à vue là-dedans ou faire leur toile là-dedans. Il y en a d'autres qui ne montent jamais dans la végétation, ils restent au niveau du sol, mais ils vont se distribuer en fonction de, si on a par exemple des espèces qui aiment les feuilles mortes, eux autres vont rester au sol dans les feuilles mortes. Il y en a d'autres qui préfèrent la mousse, elles vont rester dans la mousse et ne vont pas dans les feuilles mortes. Il y a donc une espèce de super séparation de l'espace en fonction de la composition des espèces d'araignées. Que ce soit pour faire des toiles ou pour chasser. C'est pour ça, c'est une super bonne raison pourquoi ce sont de bons bioindicateurs. Donc, quand on essaie de valoriser un endroit, bien, s'ils font ça, bien, c'est une bonne chose, parce que si on a un endroit très diversifié, on a beaucoup plus de chances d'avoir beaucoup plus d'espèces. Ils se répartissent aussi en fonction du temps. Ce qu'on sait, c'est que les araignées ont un pic. Il y a des espèces qu'on ne retrouve qu'au printemps. Il y en a d'autres qu'on ne retrouve qu'à la fin de l'été. Et cherche-les pas ici, tu ne les trouveras pas. Celles qui sont là ne sont pas là, et celles qui sont ici ne sont pas là. Et il y a une troisième grande tendance, c'est qu'il y en a très très peu au début de certaines espèces. On a un maximum de diversité vers le mois de juillet, ces espèces-là descendent et c'est en train de fond d'automne. Donc on pourrait se séparer en fonction du temps aussi. Il y a 3 grands assemblages d'espèces d'araignées au cours d'une seule saison. Donc l'idée là-dedans, on a pris ces caractéristiques-là et on s'est dit, OK, si on veut aller au boisier de Brossard pour essayer de valoriser le nombre d'entités vivantes qui sont là-dedans et le plus de diversité possible, on va choisir donc des araignées pour être capable, on choisit comme des araignées comme bioindicateurs qui vont représenter l'ensemble de la diversité biologique qui est là. On va avoir un protocole d'échantillonnage très très strict que j'ai mis au point il y a quelques années, puis je vous montre ça comment ça fonctionne. Donc pour un habitat donné, on commence par se concentrer dans la végétation. Alors ce que j'ai fait, j'ai mis au point une espèce ici qu'on appelle un battoir. Et ça, c'est spécialement fait pour ramasser ce qui va vivre dans la végétation. Alors, c'est une espèce de toile en pyramide comme ça. Ici, j'ai mis un petit grillage.
Puis en dessous, normalement, ici, j'ai un pot qui vient se visser là-dessus. Donc, je m'en vais. Mon but, c'est de voir ce qui vit dans la végétation. Donc, je me promène. Je frappe sa végétation le plus que je peux pendant 1 heure de temps. Je frappe les feuilles et les branches ne passent pas au travers, mais les choses vivantes passent au travers et se ramassent dans le pot. Donc, on ramasse ça comme ça ici pendant 1 heure de temps de battage. Après 1 heure, je considère qu'on a ramassé l'ensemble de la diversité de ce qui pouvait être présent à cet endroit-là. Donc, on fait 1 heure de battage, première méthode. Deuxième méthode, on s'en va, non pas dans la végétation, mais on s'en va au sol. Puis au sol, je vais utiliser ce que j'appelle un tamis, comme ça, c'est le même principe, j'ai un petit grillage dans le fond. Ce que je fais ici, je fais un nœud au bout de mon tamis. Et ça, c'est fait spécialement pour ramasser les choses qui vont vivre dans la litière, dans les feuilles mortes au sol. Et la plupart des choses qu'on a au Québec vivent là-dedans. Donc, je remplis des feuilles mortes là-dedans. Je brasse tout ça, les feuilles restent sur le dessus, les bestioles vivantes passent à travers et se ramassent dans ma poche ici. 1 heure de tamisage comme ça, ici, je considère que j'ai ramassé la plupart des choses qui vont vivre dans la litière. Après ça, je passe ça dans une espèce de bidule que j'appelle un extracteur. C'est une espèce de gros entonnoir, ça ressemble à ça ici en fait. Il y a une grosse grille, je mets tout ce qui est concentré ici. Ce que j'ai ramassé du terrain, je le mets là. Je mets une source de chaleur, ça fait sécher la litière qui est au-dessus ici. Et les bestioles aiment le froid, puis ils vont aimer aussi l'humidité. Et là, je chauffe ici, donc ils descendent et ils se ramassent dans un petit pot ici. Donc, je laisse ça aller pendant une semaine et avec ça, je ramasse beaucoup de choses que personne ne peut voir. C'est tellement petit. La plupart des espèces d'araignées qu'on a au Québec, 2 mm, 2 à 3 mm. Là, on vient faire la moitié de notre fonte, donc c'est des petites choses. La façon de les trouver, c'est ça. Donc, 1 heure de tamis, 1 heure de battage, puis une autre heure, c'est mon échantillon standard, où je cherche à la main. Ça peut être sous les roches, dans les bûches, des endroits qui ne sont pas accessibles avec les deux autres méthodes. Donc, ça ici, 1 heure de battage, 1 heure de tamisage, puis 1 heure de cherchage comme ça à la main, ça constitue mon échantillon standard. Et avec ça, je peux le répéter tant de fois dans l'année. Très facile, 1 heure, 1 heure, 1 heure. Peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, les gens sont intéressés. « Hey, Paquin, il a fait son inventaire, il a trouvé telle chose. » On est rendu 30 ans plus tard. Est-ce que ça a de l'allure? Est-ce que la diversité a augmenté? On peut refaire la même chose. Et c'est un des grands problèmes avec la diversité, évaluer la diversité qu'on a de nos jours. On n'a rien qui est quantifiable et qui est répétable qu'on a fait il y a 20, 30 ans. Quand on va dire « Ah, les insectes deviennent plus rares. » Oui, je veux bien. Montre-moi des données. Personne n'est capable de les faire. Avec ce protocole-là que j'ai mis au point, on est capable d'avoir un effort standardisé qui est répétable dans le temps et qui donne d'excellents résultats. Vous allez voir ça. Donc, au poissé de brossard, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à la mi-avril et on a réussi à en sortir jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on était supposé d'en faire un. Finalement, j'ai choqué parce qu'il ne faisait pas beau, il pleuvait. On a essayé d'aller chercher quelque chose que je vais vous montrer tantôt. Donc, probablement que demain ou après-demain, la huitième chose, mais j'en ai fait jusqu'à date 7 dans l'ensemble de la saison. Quel genre d'habitat on a couvert? On a fait des échantillons dans l'érablière en régénération, dans les milieux humides, dans une carexée, qui était franchement intéressant, dans une forêt feuilles mélangées et dans les sentiers. Donc, ce que j'ai fait comme ça ici, comme effort, a été fait 7 fois à date au courant de la saison. Le but, c'est bien sûr de ramasser le plus d'espèces possible et de documenter est-ce qu'on a trouvé des raretés, est-ce qu'on a trouvé des choses qu'on connaît peu ou qu'on ne connaît pas ou qui ont de la biologie intéressante. C'est drôle quand tu montres aux gens qu'on a quelque chose ici qui fait vraiment quelque chose de biologiquement fascinant. On dit « Ah, wow, on a ça chez nous ». Et là, les gens se mettent à s'intéresser puis à dire « Hey, ça a de la valeur finalement ce qu'on avait dans notre groupe et on ne savait même pas ». Et là, parallèlement à ça, je suis en train de... Ça fait quelquefois, je fais ce genre de bio-inventaire-là, que je cumule des données, et je commence à avoir une espèce d'outil pour dire, finalement, le milieu, là, si on considère l'ensemble du boisé de brossard, ça a-tu de l'allure ou c'est pas bon comme milieu? Est-ce qu'il y a des choses qui sont là-dedans? Est-ce que le nombre d'espèces totales qu'on a est quelque chose d'intéressant ou c'est un milieu, finalement, qui est mort et qu'il n'y a rien qui se passe? Avec cette approche-là, on est capable de dire que j'ai le mot tout de suite. Alors, le nombre d'espèces. Alors, supposons que je vais faire mon premier échantillon, ça va bien. Je regarde tout ça, puis on va dire que j'ai réussi à ramasser 10 espèces, donc des adultes de 10 espèces. Je vais dire, hey, premier coup, je suis allé, 10, donc je suis donc rendu avec une diversité de 10. Premier coup, ça va bien, tout ce que tu trouves, c'est nouveau, il n'y a jamais personne qui l'a documenté, donc ça va bien. Et la deuxième fois, quand tu y retournes, par exemple, là, tu vas en retrouver, si tu es chanceux, tu en as retrouvé 10 nouvelles, et tu en as aussi trouvé un paquet que tu avais déjà ramassé la fois d'avant. Donc, ces 10-là, ceux-là ici, ça compte pour 10 nouvelles, c'est vrai. Ceux-là, ça compte plus. Tu les avais déjà documentés. Et
vous allez voir que quand on cumule comme ça ici, les échantillons à la longue, ouais, ça va bien, on fait ça pendant tout l'été. Rendu à la fin, le nombre qu'on a, bien, va être fortement dépendant de chaque fois qu'on y va. Est-ce qu'on est capable d'en trouver des nouvelles ou si on répète, on récolte exactement la même chose dedans. Et ça, cette espèce d'idée qu'on sature tranquillement pas vite avec plusieurs espèces, ah ben là, vous allez voir que malgré ça, malgré le fait qu'à chaque fois qu'on y va, celle qu'on a déjà ramassée compte pas parce qu'on les avait ramassées la fois d'avant, le résultat est quand même pas mal surprenant. Alors, si on compare, si on faisait cette espèce d'inventaire-là dans un stationnement, on arriverait à peu près qu'à une valeur de 10 espèces. Puis 10, on est chanceux, elle ne s'est pas fait écraser, il y a une plante à quelque part, il y a 3 ans. 10, c'est vraiment pas beaucoup. Si on faisait le même exercice dans un champ de maïs, on pourrait s'attendre à peu près à 20 espèces. Si on va avec un parc des forêts et des champs, une centaine d'espèces, ça commence à être pas mal intéressant. Parce que rappelez-vous, chaque fois qu'on y va, les espèces qu'on a déjà ramassées une fois, ils ne comptent pas, c'est des nouvelles. 100 espèces au complet, ça commence à être pas mal bon. En arachnologie, les chiffres qui circulent, c'est on a par exemple une forêt et un champ qu'on étudie intensément. Intensément, on peut parler de 10, 15 ans d'efforts d'échantillonnage. On peut espérer arriver à quelque chose comme 200 espèces. Les milieux les plus riches qu'on a au Québec, ce sont les tourbières. Et on tourne autour de 200, 250 espèces. Alors ça vous donne une idée de quelque chose qui peut être vraiment intéressant à 250 espèces ou un endroit où on a beaucoup étudié, comparé à quelque chose qu'on aurait ou quelque chose qu'on peut avoir en agriculture, par exemple. Alors, les résultats de cette année, de ces 7, parce qu'à date, on a fait 7 jets d'échantillonnage, le nombre d'espèces qu'on a réussi à ramasser ici dans le bois à Brossard, 120 espèces. Pas mal du tout. Je ne m'attendais pas à ça. Et 560 adultes, ça veut dire que ça, on n'a pas ramassé tant d'adultes que ça pour avoir 100 espèces. Donc, le protocole, la façon de faire, répartir ça dans le temps, répartir l'effort avec le sol, la végétation et chercher à la main, ça fonctionne plutôt bien. 100 espèces, c'est donc très bon. Ça indique qu'il y a une diversité intéressante aussi. Pourquoi? Parce que je commence à avoir des chiffres qui me permettent de comparer avec d'autres types de milieux. Alors, plus on a une diversité qui est intéressante, plus c'est une valeur qui est accrue pour la conservation. Donc, les endroits qui ont été achetés et qui sont préservés remplissent leur mandat. Donc, 101 espèces, je suis très content. Il faut dire que j'ai juste 7 sorties. Mon standard, c'est 10. Donc, si j'y retournais 3 autres fois, on aurait des chances encore de trouver des nouvelles choses. Parce que oui, il y a des choses qui sont prédictibles. Une chose qui ne l'est pas, c'est si tu vas à un endroit, si tu retournes le lendemain ou sur le lendemain ou l'année suivante, donc tu trouves exactement la même chose. Non, ça varie en nature, c'est pas aussi direct que ça. Donc, seulement 7 sorties. Si j'en avais 3 autres de plus, probablement qu'on pourrait monter encore un petit peu plus. Ma référence pour ça, c'est le boisier mineur que j'ai fait l'année passée à Granby. Avec 10 sorties, on a quand même réussi à trouver 118 espèces. Donc, on est à peu près dans le même niveau d'habitat, très intéressant, pour un endroit où, après ma barre, moi, je me disais, c'est pas mal magané ici. Il y a des choses que, oui, ça fonctionne bien, mais il y a des habitats qui sont abîmés. Est-ce qu'on va trouver une bonne diversité? La réponse, c'est oui. Donc, très surprenant, que c'est pas moi qui peux manipuler les chiffres. C'est vraiment les résultats que j'obtiens. La chose qui est vraiment, qui me saute aux yeux comme arachnologue, c'est que j'ai beaucoup moins de ligniphiidés. Les ligniphiidés, je vais vous en montrer quelques-unes tantôt, ce sont les espèces qui sont dans la litière. Pourquoi j'en ai moins que ce que je pensais? C'est que la litière, dans la plupart des endroits où on est allé, elle est vraiment rudimentaire. Je fais 1 heure de brassage de feuilles comme ça, je ramène chez nous, j'extrais tout ça, une araignée, ça va pas bien. Habituellement, quand je fais le même exercice dans un endroit où il y a une bonne litière, on peut parler de 700-800 spécimens. Et à peu près une vingtaine d'espèces, très facile. Là, ici, pourquoi? En fait, ça va être une de mes conclusions, je suis encore en train d'y passer, mais les habitats qu'on a échantillonnés, ce sont des habitats qui sont en régénération. Donc, ce n'est pas encore tout à fait rendu où il y a un maximum de productivité de feuilles, ça tombe à l'automne, et c'est là encore, quand tu reviens au printemps, il y en a encore. C'est pas comme ça. Il y a beaucoup d'endroits où la litière est très mince. Probablement que la fonte du sol l'ingère et la digère très rapidement, en sorte que ça ne s'accumule pas. Quand tu as une forêt qui va bien, qui est rendue un peu plus vieille, où il y a beaucoup de feuilles, on a souvent une accumulation de feuilles au sol. Dans le cas présent, ici, j'en ai à peu près pas trouvé. Donc, ça explique pourquoi j'ai beaucoup moins de ligniphiidés que ce que je m'attendais. Ça veut dire quoi en même temps? Ça veut dire que dans 30, 40, 50 ans, les forêts en devenant plus vieilles,
l'épaisseur de litière au sol va probablement être beaucoup plus importante que ce qu'on a maintenant. Donc, ce sont des habitats qui sont dans la bonne direction. C'est peut-être encore un peu jeune pour être capable de bien évaluer le plein potentiel qu'on a. Alors, peut-être que dans un temps rapproché, pour un arbre, un temps rapproché, ça peut être une trentaine d'années, on verra bien ce qui va pouvoir arriver. Alors, j'ai trouvé aussi, c'est une chose surprenante, je ne m'attendais pas à ça, des espèces qui sont habituellement trouvées dans les milieux humains. Des espèces qui sont normalement associées à l'intérieur de maisons ou à l'extérieur d'habitations humaines. En nature, c'est pas supposé d'être là. Pourtant, dans les boisés, j'ai trouvé 3 choses qui sont typiquement associées ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement ce sont des habitats qui ont un degré de perturbation encore assez fort. C'est sûr que le boisé qui est le long de l'autoroute, c'est pas tout à fait calme. Il y a probablement beaucoup de choses qui bougent, qui sont là. Alors, il y a des espèces qui sont des espèces de milieux perturbés. Quand je regarde ma composition en espèces, je suis capable de dire ça, et je vous les montre dans quelques minutes. Et je vous l'ai expliqué tantôt, il y a beaucoup d'espèces aussi, à peu près, je dirais une quinzaine à l'œil, que j'ai dû rejeter. Je pense que c'est ça, mais ce ne sont pas des adultes, donc je ne suis pas capable de confirmer ce que c'est. Mais c'est probablement là. Si je faisais une autre année d'échantillonnage, probablement qu'on aurait des chances de les retrouver, celles-là aussi. Alors, je vais vous montrer quelques espèces qui ont été trouvées au boisé de Brossard. J'ai sorti là-dedans quelques mentions qui sont un peu usitées, des choses qui sont moins connues, point. Ou quelques-unes des choses qui ont une facette de biologie qui est tout à fait remarquable. Vous allez voir là-dedans, pas tout, mais la plupart, ce sont des photos de spécimens qu'on a pris, et je vais vous indiquer celles qui viennent précisément du boisé de Brossard. Alors, dans notre relevé, on a ramassé 4 espèces du genre Araneus. Pourquoi c'est intéressant, Araneus? Ce sont celles qui font les grandes toiles que tout le monde connaît. Et dans ces toiles-là, en fait, comment ça fonctionne, le gros du principe, c'est que les toiles ici sont faites avec 2 sortes de fils. Tantôt, on a dit que le chiffre 8 est important pour les araignées, c'est vrai. Le chiffre 8 est encore important parce qu'ils peuvent faire 8 sortes de fils différents. Ces fils-là vont avoir des caractéristiques différentes. Dans une toile, il y a 2 sortes de fils. Il y en a un premier qui part du centre, qui va vers l'extérieur, qu'on appelle les rayons. Et quand les rayons passent à des rayons de soleil, quand les rayons de soleil sont terminés, l'araignée fabrique un fil qui, lui, est rempli de gouttes de colle. Avec cette colle-là, c'est avec celui-là qu'elle fait la spirale, comme ça, ici, tout autour. Et quand c'est terminé, l'araignée va souvent se mettre à l'écart, ici, mais va se garder une patte sur un des fils. Comme ça, s'il y a une proie qui arrive et qui touche la toile et qui reste collée là-dedans à cause des fils de colle et non pas à cause des simples fils, en fait, ça va faire vibrer la toile. Et la toile, l'araignée va savoir qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa toile en gardant toujours un contact dessus. Dans ce genre-là, on a trouvé 4 choses comme ça au boisé de Brossard. Une des premières, c'est celle-là ici qui s'appelle Araneus marmoreus. Les noms, c'est pas important, mais j'aime ça les dire juste pour montrer que je suis capable de parler là. Mais Araneus marmoreus, très intéressant, très très le fun à cause de l'espèce de coloration qu'il y a ici. Mais c'est une araignée qui est extraordinaire parce que sa coloration, les gens disent ah oui, ben là au moins j'en retiens une, tu sais. Orange avec une grosse tache brune dans le milieu, c'est Araneus marmoreus, j'ai fait ma job. Attention. On a aussi découvert qu'Araneus marmoreus aimait ça. On ne sait pas pourquoi, mais il y a différents patrons de coloration qui sont là. Ces 4-là ici ont été photographiés. Et après ça, on a regardé l'espèce de plaque qui est sur le ventre pour savoir c'est quelle sorte. Toute la même sorte. Donc, Araneus marmoreus est une des rares araignées avec la variation de coloration comme ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on a ici. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un dimorphisme sexuel dans cette espèce-là ici. C'est-à-dire que la femelle est vraiment, vraiment de bonne taille et le mâle est beaucoup plus petit. Et là, tu dis, hey, petit mâle, quand tu vas voir une grande araignée comme ça, est-ce que c'est dangereux pour toi? La réponse, c'est oui. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus petit. Donc, quand il entre dans une toile, une femelle, les femelles restent toujours à la même place et les mâles se promènent et essaient de trouver une femelle à quelque part dans une toile. Et avant de monter dans la toile, il se dit, hey, il faut que ça soit de la bonne espèce. Quand je suis en bas, je ne suis pas capable de dire c'est laquelle. Alors, ce qu'il fait, il s'en va sur le bord, il prend ses pattes comme ça, puis il joue une petite chanson sur un des fils. Par exemple, il va faire. Oh! Il va recommencer. Et là, éventuellement, ça va répondre. Si ça répond la bonne réponse, ça veut dire ah, c'est la même espèce, le mâle peut monter dans la toile. Par exemple, si ça arrive, il fait là, ça répond, c'est d'autres choses complètement différentes. Il sait que c'est pas la même. Donc, s'il monte là-dedans, il y a des risques de se faire dévorer. Donc, il y a déjà un mécanisme pour que les mâles et les femelles de la même espèce puissent
se reconnaître en haut. Alors, les gens, en général, ne savent pas que les araignées peuvent chanter des petites chansons. C'est une des premières choses que je voulais vous montrer. Il y en a une beaucoup plus rare qu'on a trouvée au boisé de Brossard, qui est Araneus stadeus. La même chose, grosse toile ronde, même principe, probablement une petite chanson différente. Mais ça, on ne voit pas ça souvent. En fait, ce qu'on a trouvé ici dans le boisé de Brossard, c'était la 4e fois au Québec que c'était vu. Comme j'ai compilé tout ce qu'on a déjà vu à date, quand on trouve des choses intéressantes, j'ai simplement à vérifier est-ce qu'on voit ça souvent, est-ce que c'est très commun. La plupart du temps, on ne connaît pas grand-chose. Ça fait juste quelques années, c'est depuis 2006 qu'on sait que c'est au Québec, et c'est la 4e fois que c'est vu. Une autre, Araneus corticarius, ça c'est le spécimen qui a été ramassé ici. Photo absolument surprenante, espèce de croix rouge là, ici, je trouve ça très magnifique. Et cette espèce-là aussi variable pour la coloration. On reconnaît tout de suite ça ici, c'est un mâle avec les petits gants de boxe. La femelle pas mal plus grosse, mais il y a aussi de la variation de coloration ici qui est très très jolie. Cyclosa conica, une autre dans la même famille qui a été trouvée ici. Elle s'appelle conica parce qu'elle a un abdomen qui a une forme conique, comme ça. Cette araignée-là va tisser au milieu de sa toile une espèce de petite structure qu'on appelle un stabilimentum. Et sur cette structure-là, elle fait quelque chose qu'aucune autre araignée ne fait. Là, tu regardes ça de loin, ça a l'air juste de la petite soie comme ça. Et tu te dis, c'est intéressant, belle décoration, mais c'est beaucoup plus que ça. Si on s'approche, puis on regarde d'un peu plus proche, on voit que l'araignée est en plein centre ici. Ça, c'est la même toile avec deux fonds. Et ça, ce qu'on voit ici, ce sont des cadavres de ces anciennes proies qu'elle a mangées, qu'elle va mettre sur cette espèce de ligne-là centrale, et elle va se tenir au centre, comme ça, ici, pour passer inaperçue. En fait, simplement pour se camoufler. Donc, ces restants de cadavres alignés sur une ligne comme ça font en sorte que ça lui procure un camouflage qui est pas mal. Pteridiosoma gemosum. Ça, c'est une toute petite araignée. On a longtemps pensé que c'était très rare, mais c'est peut-être pas si rare que ça, mais c'est difficile à trouver parce que c'est petit, tout simplement. En fait, les sacs d'œufs sont beaucoup plus faciles à voir. Ceux qui font beaucoup d'observations de feuilles ou de plantes voient souvent ça et ils se demandent, mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le sac d'œufs de cette minuscule petite araignée-là qu'elle fait. Forme très, très particulière. Les sacs d'œufs sont plus faciles à voir souvent. Et aujourd'hui, on sait que c'est surtout associé aux forêts qui sont sombres. Donc, ici, à Brossard, on en a trouvé. Et le fait biologique qui, moi, me jette à terre à chaque fois, c'est qu'elles construisent des toiles rondes. C'est pas tout à fait la même famille que tantôt qui font des grosses toiles rondes. Elles font de toutes petites toiles rondes, mais elles rajoutent au centre un fil supplémentaire. Comme ça, puis elles se tiennent pas très très loin, puis elles vont tirer sur le fil pour faire une tension dans la toile. Et quand il y a une bestiole qui vole en avant, elle lâche le fil et ça fait une espèce de mouvement comme ça. C'est pour augmenter l'efficacité de la toile malgré le fait que ça soit petit. Donc, super invention. Et le mâle est absolument spectaculaire. Vous regardez la grosseur des gants de boxe qu'elle a dessus. C'est vraiment... Une autre chose qu'on a trouvée ici au boisé de Brossard, c'est la plus grande araignée qu'on a au Québec, qui s'appelle Dolomedes tenebrosus. En fait, elle fait partie d'une famille qu'on appelle les araignées pêcheuses. Souvent, les gens sont habitués de voir ça sur le bord des cours d'eau, sur le bord des lacs. Les gens les appellent les araignées de quai, les araignées pêcheuses, les grosses simonacs. Ils ont toutes sortes de noms comme ça. Et c'est vraiment ce qu'on a de plus grand au Québec. Si je vous montre un mâle vu de face, on voit très bien ses gants de boxe. À l'extérieur aussi. Et les Dolomedes tenebrosus, dans cette famille-là, sont très connus parce que les mamans sont très, très, très dévouées aussi. En fait, elles font des sacs dans lesquels elles vont pondre leurs œufs. Et les femelles vont transporter leurs sacs d'œufs avec eux quand elles se déplacent. C'est un moyen de faire en sorte que les œufs ne sont pas attaqués. Dans la nature, c'est souvent cruel. Il y a un paquet de petites mini-guêpes microscopiques qui ne s'intéressent qu'aux œufs d'araignée. Ce qu'ils font dans leur vie, ils ne font que chercher ça. Et ils vont pondre à l'intérieur. Ça donne des minuscules petites guêpes aussi. Mais quand la maman les transporte comme ça, c'est beaucoup plus difficile pour les guêpes parasites d'aller pondre à l'intérieur. Donc, moyen de protection. Ils sont bien connus aussi parce qu'ils sont capables de ramasser des petits poissons. Donc, ils vont les attirer en donnant des petites tapes sur l'eau, faire croire qu'il y a un insecte qui est en train de se noyer. Le petit poisson pense que c'est ça qui arrive en haut, mais en haut, surprise, c'est lui qui devient le lunch. Et là, ils sont capables. Ça, ici, c'est une autre Dolomedes, c'est Dolomedes triton. Ici, dans notre dernière place qu'on est allé ensemble avec Gina et Philippe, j'en ai ramassé à peu près une vingtaine de bébés. Je ne peux pas te certifier que c'est ça, mais je suis à peu près sûr que c'est ça. Donc ici, dans les boisés de Brossard, 2 sortes d'araignées pêcheuses différentes. Dolomedes tenebrosus et Dolomedes triton, qui est celle-là ici. Ça aussi, incroyablement fait. Le Pachygnatha de Rotterdam, on ne voit pas ça souvent, c'est associé au milieu humide, très humide.
Dans la Caraxais, on a ramassé quasiment une trentaine la dernière fois. Donc, des choses vraiment, vraiment spectaculaires. La suivante, ça, je ne m'attendais pas à ce qu'on trouve ça. C'est vraiment une surprise. Elle s'appelle Miss Mena Québecana. Et Miss Mena Québecana, c'est la plus petite araignée du Canada. Et elle a une compétitrice qui est au Texas. Elle fait 0,5 mm comme adulte. Très, très rare. On a découvert ça en 2008. C'est nous qui l'avons écrit. Et on est rendu à la 4. Et moi, je me disais, wow, très rare. On avait trouvé ça dans le parc de la Yamaska. On a écouté un peu bizarre. Ensuite, on l'a retrouvé dans la tourbière. On s'est dit, ah, peut-être une espèce indicative de tourbière. Après ça, on l'a trouvé dans une érablière. Ça n'avait pas rapport. Là, on vient de le retrouver encore ici à Brossard. Un petit mâle. Les mâles, je pense que c'est le 3e mâle connu. Vraiment, vraiment bizarre. Toute petite. Et c'est la 4e fois, 4e localité, donc, pour cette minuscule petite araignée-là, qu'on a appelée Québecana. Et à ce jour, le seul endroit au monde où on la trouve, c'est au Québec. Ce qui est complètement illogique, c'est probablement sur toute la côte est nord-américaine. Et à 0,5 mm, ça prend. C'est pas facile à trouver. Donc, c'est probablement pour ça qu'elle est si rare que ça. Mais il y en a ici dans le boisé de Brossard. Belle surprise. On a aussi trouvé une autre espèce qui s'appelle Frulochitus festivus. Ça, quand on a trouvé ça dans la tourbière il y a quelques années, puis là, on est tombé à terre. On s'est dit, wow, c'est une espèce d'Europe. Ça avait été rapporté une seule fois en Amérique du Nord, c'est maintenant au Québec. Là, ce qu'on s'est aperçu, c'est que depuis ce temps-là, les mentions, ça sort un petit peu partout. C'est probablement quelque chose qui est extrêmement plus commun. D'une seule mention il y a 2 ans, maintenant, on est rendu à quasiment une trentaine. Donc, c'est beaucoup plus commun qu'on pensait. Mais c'est une espèce qui est introduite d'Europe. Et pour X raisons, elle aime les boisés, elle aime les endroits qui sont plus humides. On a trouvé ça aussi ici. Puis tantôt, quand je vous parlais d'espèces qui sont associées aux habitations humaines, ça, c'en est 2. Les Parastéatoda. Il y en a 2 espèces qui sont à peu près impossibles à distinguer quand on les regarde comme ça. Et habituellement, c'est toujours associé à des maisons sur le côté. Quand on les voit comme ça, ils font une espèce de petite toile. Souvent, ils accrochent une grosse feuille dans le milieu, puis il y a 3-4 sacs d'œufs qui sont là. Bien, ça aussi, on a trouvé ça dans le boisé de Brossard. Un peu surprenant. Et encore plus surprenant, c'est celle-là ici, c'est Trachélas tranquillus, trouvé pour la première fois au Québec, à Montréal, avec une sortie que je faisais avec une école primaire, on en a trouvé comme ça. Première fois qu'on voyait ça au Québec, espèce surtout associée aux habitations humaines. On s'est dit, ah wow, c'est le fun. Et là, on s'est mis à regarder, on en a trouvé comme ça, une mention de gramme B, une mention de... En pleine nature, c'est la première fois que j'en ai trouvé une dizaine. Qu'est-ce qu'elle fait en pleine nature? Comment ça se fait qu'elle est autant là? On pensait que c'était associé aux habitations humaines. Peut-être pas tant que ça, finalement. Alors, il y en a aussi. Donc, ça ici, si ça tolère les conditions aux habitations humaines, mais on en a quand même dans le boisé de Brossard, c'est peut-être que c'est hyper tolérant à la perturbation. Parce que dans un milieu humain, habituellement, c'est très perturbé. Ça ici, c'est un bon indicateur de ça. On a trouvé aussi Cynageles venator. Ça, c'est intéressant parce que c'est une araignée qui est myrmécomorphe. Ça veut dire quoi, myrmécomorphe? Ça veut dire qu'il imite les fourmis. Et la forme, la taille, quand elle se déplace en marchant, effectivement, c'est une myrmécomorphe. Donc, on en a ici, dans un boisé, qui vont imiter les petites fourmis, et ça fonctionne très bien. On a trouvé aussi Mimetus nocius, qui est une espèce intéressante parce qu'elle est particulièrement translucide et transparente. Et c'est une espèce qui se nourrit d'araignées. Voyons, eh oui, spécialiste, elles ne se nourrissent que d'araignées. Et on ne voit pas ça souvent. Maintenant, avec le groupe d'observation sur les araignées du Québec, on en voit beaucoup plus. Et les mentions publiées, il y en a encore très peu. Alors ça vaut la peine de se démarquer. Une autre, c'est une araignée vraiment, vraiment bizarre, toute petite, 2 mm. Elles font des minuscules toiles en triangle, comme ça. Et habituellement, quand je parlais ou j'écrivais sur ce groupe-là, je disais toujours associé aux conifères. Là, c'est sorti dans le boisé de Brossard, mais pas de conifères. Donc, tu vois, l'habitat est un petit peu plus large que ce qu'on croyait. Alors, c'est associé à d'autres espèces, toujours en sous-bois. Et vraiment un petit look particulier. Celle-là, ici, on en a dans les Ligniphidae, qui est le groupe qui fait à peu près la moitié des espèces du Québec sont dans cette famille-là. Ce sont des choses qui sont habituellement minuscules, très petites, très difficiles à photographier. Celle-là, ici, on l'a trouvée, Ageneta fabra, absolument magnifique. Une autre pour laquelle je n'ai pas de photo, 2e mention pour le Québec d'une araignée qui s'appelle Tyreosthenis parasiticus, fait entre 1,5 et 1,7 mm les adultes. Donc, pas facile à identifier. J'ai travaillé fort pour celle-là pour être capable de l'identifier, pardon. Centromérus conipalpis, celle-là aussi. 3e mention, c'est la 3e fois au Québec qu'on voit ça. Ça fait encore partie des Ligniphidae. On a trouvé ça en faisant du tamisage de litière dans la forêt dans laquelle il y avait beaucoup de feuilles mortes au sol, dans la rabière en génération. On en a trouvé plusieurs qui sont là.
Celle-là aussi, on a trouvé ça. Ça, c'est la première fois que moi, je voyais ça. Et sur le terrain, on était en train de faire le battage comme ça. Puis quand on les ramassait, nos bestioles, on les met dans des petits flacons, je disais, ah, ça, j'ai jamais vu ça. Et avec un V comme ça, noir, je dis, voyons, il est très, très orange. La photo rend plus ou moins ça, mais c'est très, très contrasté entre les deux ici. Très belle bestiole, j'avais jamais vu ça. Meticus ornatus, c'est la 4e fois au Québec qu'on voit ça, celle-là. C'est une magnifique petite araignée orange. Dans les premières fois où je suis allé faire une sortie avec Philippe et Gina, on avait rattrapé un petit mâle. J'ai dit, ah, ça va être le fun. On regardait ça. J'ai demandé à mon ami Gilles qu'il nous prenne une bonne photo. Ça a donné cette photo-là ici. Ça, c'est la femelle. Le mâle, on sait que c'est un mâle, ben oui, avec ses énormes organes reproducteurs en avant. Et ce qui est encore plus fou, c'est que si on regarde le dessus de sa tête, il est modifié. Comme ça, ici, il y a une espèce de petite structure qui monte et il y a 2 yeux qui sont en haut. Et sur le côté ici, juste là, de chaque côté, il y a des trous là-dedans. Et ce qu'on sait, c'est que la femelle, avec l'accouplement, va aller mettre ses chélicères, qui sont ses 2 petites dents avant, dans les trous. Là, on ne sait pas trop pourquoi elle fait ça. Là, on suppose qu'il y a un échange de substances chimiques. Moi, j'avais déjà émis l'hypothèse que c'était une margarita qui était là, mais ça a été rejeté tout de suite. Mais il y a des espèces de trous ici qui sont là-dedans. Et quand la femelle arrive, elle va mettre ça là-dedans. Probablement que le mâle sécrète quelque chose chimiquement de bien intéressant. Et dans cette famille-là, on sait que certains mâles ont cette modifiée. Pas tous les mâles. Et c'est absolument spectaculaire avec une tête modifiée comme ça. Puis très, très bonne photo. Très heureux de ça. Quelques petites espèces qu'on a ramassées aussi qui valent la peine d'être vues. Pteridion albidum, vraiment très joli avec une espèce de translucidité là-dedans. Un beau jaune, il y en a qui sont vraiment avec des colorations très très vives, de l'obligata. Ça ici, dans cette famille-là, Neospinterus trigonum, le mâle qui est là, si vous pouvez voir la tête que là, la tête du mâle est complètement modifiée, on ne sait pas pourquoi, mais ça part d'un côté comme ça, il n'y a que des yeux au bout ici, divisé en deux, puis ça part de l'autre côté comme ça, puis il y a des yeux de chaque bout ici. Vraiment, vraiment incroyable comme forme, mais ce qui est le fun, c'est qu'on sait encore, on n'a aucune idée pourquoi les mâles ont cette espèce de structure modifiée-là au niveau des yeux. Puis Pteridula emerteni, une autre belle petite espèce. Là, je montre ça ici, ça a l'air facile, mais ça, c'est comme 1 mm. C'est vraiment pas gros. La plupart des choses qu'on a au Québec, c'est tout petit. Très jolie celle-là aussi, Oreopis funebris, avec une espèce de bande argentée derrière. Très belle bestiole. Ça aussi, c'est 2 spécimens. C'est la première fois que je trouvais ça ici. Le mâle, c'est dans la famille des salticidés qui sont souvent les préférés des gens parce qu'ils ont l'air mignons, tout simplement. Mais avec les grands yeux, c'est vrai qu'ils nous donnent l'effet d'avoir un visage humain qui est là. Le mâle a cette coloration-là, la femelle ne ressemble pas du tout encore à ce qu'on appelle un dimorphisme sexuel. Donc les deux ne se ressemblent pas du tout. Mais on était chanceux, on en a attrapé plusieurs ici dans le boisé. Puis comme je me doutais que c'était la même chose, effectivement, je l'ai confirmé par après en regardant l'espèce de garde box et la structure de femelle. Alors, Marpissa formosa, on a trouvé ça. Celui-là, très joli aussi. Celui-là est très célèbre parce qu'il a l'air d'un monsieur fâché. Je trouve très, très drôle. Pellegrina proterva, Nephris pulex, une autre petite araignée ici, une autre salticidée dans cette famille-là. Pellegrina flavipes, pas mal de fois aussi. On a trouvé Pheidipus audax. Ça, ce sont les spécimens qui viennent ici. Ça, c'est un mâle qu'on avait déjà photographié avant, mais absolument spectaculaire comme araignée. C'est notre plus grosse salticidée qu'on a au Québec. Il y a plusieurs gens qui essayent d'en avoir pour les garder en aquarium puis les nourrir, pour essayer de les observer. Ça fonctionne très, très bien. Et là, je vous en montre 2 qu'on espérait trouver, mais qu'on n'a pas trouvé. Tout le monde connaît bien Misumena vassia, cette fameuse ici, très commun dans les fleurs. J'ai trouvé plusieurs bébés, mais aucun adulte. Alors, c'est une des rares araignées qui a la capacité d'adapter sa coloration à la fleur sur laquelle elle se trouve. Mais encore plus drôle, c'est le mâle qui est complètement minuscule comparé à la femelle. L'endroit le plus sûr que trouver pour se cacher sans se faire attraper et sans se faire manger, c'est sur le dos de la femelle. Donc, il va passer une partie de sa vie sur le dos, comme ça, on voit très bien avec ses 2 petits gants de boxe. Et quand la femelle se montre réceptive à l'accouplement, il dit « Ah, moi, je vais être le premier arrivé. » Et à cette position-là, c'est probablement ce qui va arriver. Il est déjà proche de la femelle. Et la dernière que je vous montre rapidement aussi, c'est une araignée du genre Mastophora. Et Mastophora, c'est tout à fait exceptionnel. Vous allez voir pourquoi j'en parle. C'est parce qu'on sait chez les araignées qu'une des choses que certaines, dans la famille des aranéidés, Mastophora est une aranéidée, ils veulent faire des toiles, mais il y en a qui sont gratteuses. Donc, ils ne veulent pas que ça coûte cher en toile. Donc, au lieu de faire un gros rond avec plein de fils dedans, ce qu'ils se sont dit, c'est tiens, je vais en faire rien qu'un fil. Et au bout de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire tourner comme ça. En le faisant tourner comme ça, on voit qu'on recrée la forme à peu près d'une toile standard, sauf qu'on a fait juste un fil. Par contre, au bout, si on veut que ça tourne, il faut mettre un poids.
Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre une espèce de substance collante au bout ici pour faire une espèce de gros poids. Et là, tu dis, hey, tu vas-tu vraiment attirer quelque chose à manger comme ça? La réponse, c'est oui. Parce qu'en plus, dans la colle, elle va mettre une substance chimique qu'on appelle une phéromone qui va imiter les phéromones d'un papillon. Donc, les femelles émettent des phéromones. Le mâle sent ça, il devient tout énervé et il cherche la femelle. Mais là, c'est l'araignée qui fait ça ici. Elle réussit à imiter chimiquement l'odeur d'un papillon femelle. Là, le papillon mâle, le nounou, il s'en vient comme ça. Là, il cherche la femelle. Là, elle commence à tourner comme ça ici. Et finalement, pouf, le bout de colle va toucher le papillon. Et comme ça, elle va pouvoir le ramasser et le manger. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est que ça a été trouvé par Philippe il y a 4 ans. A trouvé, en fait, c'était la 2e fois au Québec que c'était vu. Ça avait été mentionné en 2006. Philippe a observé, il a pris une photo, c'est pour ça qu'on sait que c'est bon. Et ça ressemble à rien d'autre, vous allez voir pourquoi. Je vous montre cette fameuse araignée-là. Elle s'appelle Mastophora hutchinsoni. On la voit ici avec son petit fil, puis sa petite goutte de colle qui contient des substances chimiques pour imiter les papillons femelles. Alors, Philippe a vu la 2e fois, puis je vous montre un petit clip qui va nous montrer comment elle fait pour faire ça ici. C'est pas la même espèce, mais c'est dans le même genre. Donc, elle fait une espèce de fil comme ça. Au bout, il y a une goutte de colle qui ne sèche pas, dans laquelle il y a un parfum pour imiter les papillons femelles. Quand elle a fini comme ça de faire ce fameux fil-là, ici, elle va le prendre par une patte de l'avant, elle attend, et quand il y a un papillon qui se pointe dans le coin, elle va commencer à le tourner pour essayer de l'attraper. Là, on dit ça ne marchera jamais. Ben oui, ça fonctionne. Ça fonctionne tellement bien qu'en Amérique du Nord, on a une 15aine d'espèces comme ça. Il y en a une qui a été trouvée au Québec, Philippe l'a déjà vu. Mais la biologie de ça, c'est complètement fou. Alors, elle fait son espèce de petit fil comme ça ici. Elle s'en va. Elle va le saisir par une patte. Elle va commencer à faire tourner le fil comme ça quand le papillon se pointe. Et comme la goutte de colle va toucher le papillon, pouf, elle le ramasse. Donc, économie suprême de fil. Tactique évolutive vraiment intéressante pour être capable de jouer du lasso comme ça ici. Et fait intéressant. Ça, c'est la petite planche, comme je disais, que moi j'aime beaucoup les structures comme ça. Quand chaque fois qu'il y a une espèce qu'on a au Québec, on essaie de le documenter. Donc, on a fait dessiner les génitalia mâles et femelles. Mais j'ai une photo ici. Pas une photo de Gilles, parce qu'on n'a jamais réussi à trouver ça, j'aimerais bien ça. Mais la femelle, l'araignée, ça c'est la femelle araignée. Et ça, ce sont les mâles. Regardez la différence de taille. Ouais. Et ça ici, l'autre chose, puis ça on rigole beaucoup avec ça, c'est qu'en fait c'est une imitation de croque d'oiseaux aussi. Donc elles se tiennent sur les feuilles, comme ça, les oiseaux n'ont même pas le réflexe d'aller les chercher parce qu'ils pensent que c'est une fiente. Et ça, on a ça ici. Et ici, c'est dans le boisé de brossard tout à fait spectaculaire. 2 dernières que je vous montre, parce que celles-là, c'est des conistères. En fait, je vous ai montré depuis le début qu'on identifie les mâles. Les mâles avec un petit gant de boxe, c'est très compliqué. Ouais, ça, quand tu as un mâle, habituellement, tu arrives à une espèce, ça va bien. Les femelles, c'est pas aussi facile. Il faut découper ça, le monter. Et ça ici, ce sont 2 petites photos que j'ai faites avec mon téléphone de 2 épigènes de 2 femelles que j'ai aucune idée de ce que c'est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est peut-être déjà connu du Québec, mais je ne l'ai pas trouvé encore. Ça me surprendrait parce qu'on a fait le livre de tout ce qu'on connaît au Québec et chaque espèce au Québec est dessinée, fait que ça ne fonctionne pas. Donc ça veut dire que c'est peut-être une nouvelle affaire pour le Québec, c'est peut-être une nouvelle affaire pour le Canada, ou c'est peut-être une nouvelle chose pour la science, carrément. Aucun humain a vu avant. Très possible parce que, surtout celle-là ici, quand j'ai vu ça, j'ai dit ma photo est pas pire. J'ai un collègue qui est en Indiana, on aime le même genre de petites araignées, j'ai dit peux-tu regarder, s'il te plaît, Marc, si tu verrais quelque chose dans mes inconnus que tu reconnais? Là, quand il a vu celle-là, il est parti à rire, il dit j'ai la même inconnue. Ça veut dire que lui aussi, de façon indépendante, depuis des années, n'a aucune idée de ce que c'est. Je l'ai trouvé au Québec, j'ai aucune idée de ce que c'est. Fort probablement que c'est une espèce nouvelle pour la science. Mais tant qu'on n'a pas de mâle, on ne la décrira pas, on ne lui donnera pas un nom. Ça serait intéressant à faire. Mais ça, c'est un autre mystère, je n'ai pas réussi. Donc, tu vois, malgré le fait qu'on est dans un endroit urbain, il y a encore des choses qui sont inconnues de la science. Ça, je trouve que ça vaut pas mal la peine. Alors, en conclusion, 1h02, j'étais pas pire. 101 espèces, 560 adultes, rappelez-vous de ce chiffre-là, c'est pas mal bon. On a fait seulement 7 relevés. Il y en a probablement facilement une 50aine de plus. Que ce soit à cause des individus que j'ai pas trouvés, ce qui étaient des bébés que j'ai dû rejeter. J'ai pas trouvé mes Humenovacia, qui est une des plus communes. J'ai pas trouvé non plus les Argia, qui sont grosses et jaunes, absolument très faciles. Je n'ai pas vu ça. Donc, il y a probablement que si on continue à travailler, on en rajouterait peut-être une 50aine de plus. Il y en a une dizaine que j'ai rejeté parce que c'était des immatures. Il y a quelques 2e, 3e et 4e mentions. Pas mal de fun, pas mal bon comme projet. Donc, ça donne une valeur au boisé de brossard pour adapter les espèces qui sont rares.
Et le rapport complet aujourd'hui, c'est juste une espèce de survol que j'ai fait pour donner une idée de c'est quoi ce travail-là, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'on en fait. Mais l'article comme tel, quand ça va être rédigé, il va être disponible gratuitement online avec des magnifiques photos de Gilles. Ce que j'ai montré là, je vais essayer d'en reprendre la plupart pour faire des pages pour les araignées qu'on a ici à Brossard. Alors, vous pourrez consulter ça quand ça va être prêt. Probablement que le message est circulé pour annoncer la bonne nouvelle. Quelques surprises additionnelles aussi. Ah, vous ne saviez pas ça, je ne l'avais pas dit, hein, mais quand on fait du tamisage comme ça, on ramasse toutes sortes de choses aussi. Un groupe que j'aime beaucoup, ce sont les pseudoscorpions. Alors, j'en ai ramassé à peu près une vingtaine dans le même inventaire. Je ne l'inclus pas pour tout de suite parce que je ne suis pas capable de faire la taxonomie. Je ne suis pas capable d'identifier ces choses-là. C'est quelque chose qu'il faudrait que j'apprenne. Et j'ai maintenant un collègue qui les fait, donc je suis en train de monter les données là-dessus. Donc là, maintenant, on va voir les araignées. On va aussi avoir les pseudoscorpions qui ont été ramassés dans le boisé de Brossard parce que c'est tellement difficile à trouver que si tu n'en vas pas comme ça chercher des pseudoscorpions, tu travailles une journée de temps, tu en as ramassé 2, c'est un peu décourageant. Donc, quand je les ramasse en extrayant les araignées, ben, je les mets de côté parce que c'est comme ça qu'on va documenter ces choses-là. Très, très mal connu encore. Ils pourraient Pas vraiment. C'est des petites pales comme ça en forme de pince, mais c'est pour attraper de la nourriture. Donc, c'est pas des scorpions. Les scorpions ont un appareil pour piquer. Les autres ne l'ont même pas au bout. Alors, on est rendu à l'adolescence. Si vous avez des questions, j'ai des remerciements à faire à Philippe, à Gina pour l'assiduité que vous avez eue pour les sorties de terrain, notamment à la fin d'Agile pour les magnifiques photos aussi. Alors, si vous avez des questions sur ce que je vous ai présenté aujourd'hui, ça va me faire plaisir de répondre. Quelle est la proportion est-ce que les mâles et les femelles, c'est 50-50? Non. Chiffre bien fun. Si tu t'en vas dehors, tu vas ramasser facilement 100 bébés. Sur les 100 bébés, tu vas peut-être ramasser 10 femelles en plus et un mâle. Donc, le rapport est à peu près de 1 sur 10. Alors, si tu y vas dans le mauvais temps, il y a un autre phénomène en nature qui s'appelle la protandrie. La protandrie, ça fait en sorte que les mâles maturent un petit peu plus vite que les femelles. Pourquoi? Bon, c'est l'idée que le jour où une femelle va vouloir s'accoupler, elle va avoir du choix en masse. Donc, pour pas que ça dépende juste d'un mâle comme tel, les mâles sont souvent disponibles et très bien avant les femelles. Donc, si tu arrives un petit peu trop tard dans la saison, tu as manqué les mâles, tu les trouves. Donc, quand tu trouves un mâle dans le travail qu'on fait, tu te dis « Ah, excellente chose, ça c'est une bonne chose. » On va pouvoir non seulement pouvoir dire quelle espèce c'est de façon précise. Avec les femelles, c'est plus difficile. Mais le ratio, c'est 100 bébés, 10 femelles, un mâle. Qu'est-ce que vous faites avec les bébites que vous ramassez? En fait, tu vois, quand je fais ça, j'identifie mes affaires. Pour chaque petite bestiole que j'ai trouvée, je mets, vous pouvez voir tantôt, actuellement c'est pas gros, hein, c'est tout petit. Dedans, il y a une étiquette avec le nom de la bestiole, si c'est un mâle ou une femelle, puis une autre étiquette avec toutes les données écologiques qui se ramassent à ça. Quand j'ai trouvé, avec quelle méthode, dans quel type d'habitat. Et quand on fait des collections comme ça ici, moi je fais un bio-inventaire, je fais le mieux que je peux. Peut-être quelqu'un va dire hey, Pierre, t'es dans le champ complètement, cette espèce-là, ça se peut pas. Ben, viens voir, mes spécimens, ils sont là. Donc, tu accompagnes toujours tes résultats avec des spécimens. Si jamais tu fais une erreur ou si c'est contesté, tu peux dire ben, regarde ça, si tu peux me dire ce que c'est mieux, ben, tant mieux, j'ai peut-être fait une erreur, ça se peut. Mais ça devient comme la preuve scientifique du travail qu'on a fait. Donc, quand je fais mon travail de bio-inventaire, systématiquement, je me ramasse avec des dizaines et des dizaines de petits râteliers qui chacun a des spécimens qui sont à l'intérieur. Donc, je les conserve. Puis, comme c'est dans l'alcool empêche les bactéries qui font la décomposition des êtres vivants. Donc, tu peux les garder 50, 100, 200 ans. Les premiers spécimens ramassés en Angleterre, 1757, existent encore dans les collections dans les musées. Qu'est-ce que vous faites avec les surplus? Avec les surplus, bonne question. Dans mon cas, je les jette. Si j'étais capable de travailler avec quelqu'un ou un endroit qui les prenne pour vous dire je veux travailler sur tel ou tel groupe, ça me fait plaisir. Les pseudoscorpions, c'est un peu ça qui arrive. J'ai de l'intérêt, donc je les ramasse en même temps. Je ramasse 2-3 petites choses comme ça que je sais qu'il y a de l'intérêt. Mais ce qui arrive, c'est que si tu ramasses tout, ben là, ça devient à peu près ingérable pour faire juste l'espace de rangement pour ça. Puis les collections, les musées sont plus ou moins équipés pour faire ça. Et tu vois, il y a des projets dans lesquels, là, je suis pas si mal. J'avais comme en fait 7 fois 3 échantillons, c'est pas tant que ça. Dans différents projets, j'ai déjà fait des projets où j'ai eu comme 50 000 échantillons. Ça commence à faire beaucoup de choses à gérer. Mais ultimement, c'est un gaspillage. Ça ne devrait pas être ça. Ça devrait être récupéré par d'autres professionnels qui travaillent sur d'autres groupes. Quand tu es dans une institution comme un musée, habituellement, quelqu'un qui revient avec ça, tous les collègues de travail se ramassent avec leur groupe. Dans mon cas, moi, je fais ça de façon privée chez nous.
Fait que j'ai pas accès à ces ressources. Et surtout, vous voulez retourner dans le marais, dans le bois. C'est parce qu'ils sont morts. Oui, ça va. Ça vit pas longtemps. Non, mais c'est parce que pour être capable de les extraire, entre autres, ben, quand je fais mon battage, je ramasse juste les araignées. Quand je fais de l'extraction avec mon sol, il tombe dans un pot d'alcool. Parce que sinon, les sortirait. Là, je ne serais pas capable. Je vais être capable de les identifier, il faut qu'ils soient morts, vivants. Je ne suis pas capable de regarder les gardebox et les structures des pigeons quand ils sont vivants, donc je n'ai pas le choix de passer par cette chose-là. Donc, les gens disent ah, c'est épouvantable, tu vas tuer des araignées. Oui, mais pour une que je ramasse, j'en ai manqué peut-être 4000 de la même espèce, frères et sœurs. Donc, tu prends vraiment une petite affaire avec 560 araignées. Il n'y a pas un oiseau qui a manqué de bouche cette année, c'est sûr. Donc, on prend tout simplement une toute petite portion pour essayer de la valoriser, cette affaire-là. Mais le choix, on n'a pas le choix de passer par la fixe soi-même. Les araignées qu'on voit chez nous à l'entour de la maison, c'est commun. Habituellement, oui. À moins que ce soit quelque chose qui soit une nouvelle arrivée. Mais si ça vous intéresse, j'ai écrit un article là-dessus, les araignées qui accompagnent ce qu'on voit dans nos maisons. Puis Gilles nous a fait des super bonnes photos. Juste avec les photos, on peut faire 95% des identifications. C'est probablement ça, et habituellement, c'est ça. Parce qu'il y a à peu près une vingtaine d'espèces qu'on a de façon commune alentour de nos maisons. C'est toujours les mêmes. Toujours, ça revient. De temps en temps, il y a une surprise. Ah, ça, on ne voit pas ça souvent. Mais habituellement, ce sont toujours les mêmes. Ce sont des espèces utiles, mais pas ça remonte. Ça mange les puces, les pucerons ou... Bien sûr. Les araignées sont des prédateurs, donc ils vont manger tout ce qui va être actif alentour de la maison. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, chez nous, j'ai un gros bac à compost. À chaque fois que je veux chercher une araignée pour X raison, je vais voir là, puis on a toujours plein. Pourquoi? Parce qu'il y a de la bouffe. Fait que quand ils sont dans ta maison comme tel, oui, c'est un avantage, mais de l'autre côté, si tu en as trop dans la maison, ça devient désagréable aussi. Là, ce que je fais, montrer ça. Désagréable, pourquoi? Bien, ça dépend. Moi, chez nous, j'ai des cadres de fenêtres blancs. Puis quand les araignées font caca, c'est noir. Fait que tu regardes en bas, quand tu vois plein de petits picots noirs qui sont durs à faire partir, tu regardes en haut, là, tu as probablement une grosse araignée qui est. Pardon? Les mouches. Oui, ben, c'est ça, les bestioles en général font ça, mais quand c'est toujours au même endroit, puis tu en as plusieurs, une mouche ne reste pas au même endroit. Les araignées se déplacent. Fait que des gens trouvent ça bien désagréable. Moi, ça dépend c'est où. Si c'est dans le salon, souvent je la prends, je vais en mettre ailleurs. Quand c'est dans le sous-sol, ben là, moi, c'est mes amis, fait que j'ai cette espèce de relation-là avec elles. Mais tu passes beaucoup dans une maison où, oui, ça peut, si les gens sont effrayés, ça peut devenir désagréable. Donc, ce que je leur dis en général, c'est essayer de faire en sorte qu'elles ne se reproduisent pas à l'intérieur. Parce que si tu en avais rien qu'une, puis c'est une maman qui a fait un sac d'œufs avec 50 petits bébés, l'année suivante, tu vas avoir 50 araignées. Fait qu'essaie de les mettre à l'extérieur. À l'extérieur, c'est surprise, c'est pas un problème. Mais dans une maison, en général, on évite d'essayer de contrôler. Si ça devient complètement fou comme densité, c'est pas intéressant. Moi, j'ai eu l'araignée jaune et noire dont vous parliez, qui s'appelle Argia. Argia, oui. Elle est comme jaune et noire. C'est comme si elle avait un masque d'Halloween. Hein? Oui. Sa toile, là, ça fait comme une bande blanche avec un peu des W. C'est ce qu'on appelle un stabilimentaire. Ouais. C'est celle. Ça, oui. Ça sert à quoi, ça? Très bonne question. Je vais vous raconter l'histoire. Il y a un ami à moi qui est un excellent arachnologue, qui est un chercheur en Ohio, qui s'est dit, lui, il a toujours travaillé sur ce groupe-là. Il dit, moi, je vais réussir cette affaire-là de stabilimentaire. À quoi ça sert? Fait que ça, il nous avait dit ça dans un meeting arachnologique. J'y allais tout le temps. 4 ans plus tard, on a eu droit à la conclusion. Donc, ça a été nommé stabilimenta parce que la première personne qui a vu ça, il dit « Ah, ça fait une espèce de gros splouche en milieu, en zigzag, comme ça doit être pour stabiliser la toile. » Absolument pas, ça c'était complètement jeté. Donc, le nom est resté, par exemple, ça va bien. Il y a un paquet d'hypothèses qui n'ont aucun support statistique. Il y en a 2 qui sont intéressantes. Et la première, c'est que cette structure-là, en espèce de zigzag dans le milieu, en fait, c'est un signal visuel que les oiseaux peuvent voir. Donc, quand les oiseaux volent, ils voient ça, ils volent un petit peu à côté au lieu de ramasser la toile et la détruire. Ce n'est pas une mauvaise idée, et ça, statistiquement, cette hypothèse-là, il y avait du support. Ça ne réglait pas la question, par exemple, parce qu'il y avait d'autres hypothèses bien intéressantes qui avaient aussi du support. L'autre qui était retenu, c'est que cette structure-là en W ou en zigzag dans le milieu, ça reflète les fréquences ultraviolets. C'est bien que ça fait. Les pollinisateurs, quand ils sont dans les champs et ils cherchent des fleurs, ils s'orientent sur les patrons ultraviolets pour trouver des fleurs, pour être capable d'aller chercher le nectar dedans. Donc, en ayant quelque chose qui reflète les ultraviolets,
il y a certains pollinisateurs qui se font avoir, qui arrivent, pouf, tombent dans la toile et ça leur fait la même. Ce sont les deux seules hypothèses qui ont du support statistique, mais il n'y en a aucune qui est complètement convaincante. Tout ça. Fait que la conclusion de cette présentation, c'est après 4 ans de recherche, je ne sais carrément pas à quoi ça sert. Mais il y a du support pour ces deux-là, c'est donc une avancée, mais régler la question, ça ne s'est pas fait du tout. Puis, mais aujourd'hui, le fait de renforcer la toile, ça ne fonctionne pas. Les autres hypothèses non plus, il y en a testé une quinzaine, me semble, mais celle avec ultraviolet pour diriger les pollinisateurs et avertir les oiseaux pour pas qu'ils la détruisent, ça fonctionne. Quelle est la durée de vie et puis comment passer l'hiver? Au Québec, c'est un peu décevant parce que ça vit à peu près une saison. Donc, une année. J'ai lu quelque chose qui disait que la grosse Dolomedin, ça fait 2 ans, mais les données, je ne trouve pas ça très convaincant. Au Québec, on va dire une année. En fait, l'idée, c'est comment ils vont faire pour passer l'hiver là. Et là, il y a plusieurs stratégies. On en a 2 principales. Une première, comme les grosses araignées rondes qui font dans les toiles, ce qu'on voit présentement, là, eux autres, vers la fin de l'été, ils vont faire un beau gros sac d'œufs, puis ils meurent quelques temps après. Même si tu les rentres dans la maison, puis tu les nourris, tu leur donnes, ils sont comme programmés pour mourir vers le mois de... Il y a une personne dans notre groupe d'araignées qui a réussi à en rentrer une, puis elle a fait survivre quelques mois de plus, mais ça meurt pas très longtemps après. C'est le sac d'œufs qui passe l'hiver. Le sac d'œufs, comment il va faire? En fait, dans les œufs, quand les mamans les pondent, ils vont aussi intégrer un liquide qui est, ça va fonctionner un peu comme du Prestone. Ça va se mélanger avec le sang des bestioles et ça va faire descendre le point de congélation à moins 40. Oh. Donc, à moins 40, l'eau dans les œufs ou dans les cellules peut éclater, mais en haut de ça, ils survivent très, très bien. Donc, les mamans mettent de l'antigel dans les œufs pour qu'ils passent l'hiver. Donc, ça, c'est une des stratégies. L'autre stratégie, c'est que tu as des adultes qui arrivent à l'automne. Vous vous rappelez, tantôt, je vous montrais là, le petit blanc, le rouge, puis le vert entre les deux. Mais ça va beaucoup avec certaines espèces. Donc, celles qui arrivent à l'automne, il y en a qui vont se développer pendant tout l'été. Ils arrivent à la fin de l'automne et c'est encore des bébés. Il leur manque qu'une dernière mue avant de pouvoir avoir le gant de boxe fonctionnel et l'épigine fonctionnelle. Eux autres vont souvent passer l'hiver dans les feuilles. Comment ça fait qu'ils ne meurent pas, même secret, antigel dans le sang, qui va empêcher les structures d'éclater. Et quand le beau temps arrive, eux autres sortent très, très, très tôt, ils se multiplient là, puis là, tu ne le trouves plus de la. Donc, ça dépend, il y a différentes stratégies pour être capable de passer l'hiver. Ça, c'est les deux seuls. Il y en a une troisième que je mentionne parce que je la trouve fascinante, c'est que les araignées qui sont des spécialistes de l'hiver. Personne ne sait ça. C'est qu'ils vont être entre le sol qui est gelé et la couche de neige. Entre les deux, il y a de l'activité bactérienne qui est là, ça fait des espèces de petits réseaux. Et il y a des araignées qu'on ne retrouve que dans ce réseau-là en plein hiver, au mois de janvier, c'est le temps de les trouver. Ne cherche-les pas ailleurs, tu vas chercher longtemps. Ils sont des spécialistes de ce qu'il faut. Donc la nature a prévu pas mal de scénarios pour être capable de faire en sorte qu'à un endroit donné, les araignées qui sont là sont capables de passer l'hiver. Même si l'hiver est rigoureux, l'année suivante, ils vont être capables de passer. Oui? Vous parlez que c'est un indicateur de biodiversité. Est-ce qu'on fait des corrélations, justement, quand on trouve 100, 150 types d'araignées dans votre brossard? Oui. Est-ce que ça veut dire, on sait que typiquement telle sorte d'oiseau, telle sorte de plante, telle sorte d'arbre, est-ce que ça devient comme une espèce de réseau selon les araignées que vous avez trouvées? Ça devrait être ça. Mais là, je viens de commencer à faire ça, puis c'est des choses qui n'existaient pas. Il faudrait comme cumuler des données, mais ultimement, oui, il faudrait être capable de dire que si on a... Ce que je peux te dire, c'est que si on en a 100, c'est mieux que si on en avait 20. Est-ce que ça va corroborer à d'autres choses? Probablement. C'est l'idée d'utiliser un bioindicateur. On suit ce qui se passe avec lui pour dire qu'on assume, mais le démontrer, j'ai jamais vu ça. Ça devrait être ça. Mais là, au moins, on a un indicateur qui est indépendant de ma volonté. Moi, je fais, mettons, 30 heures de terrain. Ça donne ça, ça me donne ça, c'est déjà un bon début. Si c'était vraiment mauvais, ça t'arrêterait dans les chiffres, il n'y aurait pas des choses rares qu'on aurait là. Il y aurait un paquet de choses qui descendraient. Mais de le lier, de le corréler significativement avec d'autres choses, non, on assume plus qu'on fait. Dans la présentation, vous parlez que dans les tourbières, c'est là où on en trouve le plus d'espèces. On a des tourbières dans votre brossard, donc comment ça se fait qu'on n'en a pas trouvé plus selon vous? La première bonne réponse, c'est que je ne suis pas allé échantillonner là-dedans. Ah, ok. Non, je me suis concentré sur les autres. Tu vois, c'est pas clair, Philippe, qu'il y avait des tourbières? C'est pas des tourbières, c'est des fleurs qu'on a là. En fait, il y a tellement de types de milieux que ça va avec quelle saison. On a tous des types de milieux. On fait la tour des chevaux. On fait un territoire, il faut la poser de poisson. On a à peine
ressemble ces Alors, milieux. ouais, les endroits, en fait, quand on parle de citations idéales, c'est adressé au même endroit. Moi, qu'est-ce que c'est qu'elle est dans la collection? Fait que cet exercice-là, on pourrait le refaire à plein d'endroits dans le passé, puis peut-être arriver avec Et trouver des choses, oui, parce que si je regarde, c'est sûr, c'est difficile de tout faire. Tu vois, mais avec cette question-là, tout à fait, ça, mettons, on a un fan typique, où on a un habitat très, très différent des autres. Si on va battre dedans, mais on risque de donner une grosse... Là, c'est difficile parce qu'on part de zéro. Fait que chaque fois que tu trouves quelque chose, ça devient intéressant. Puis c'est ça, tu sais, tantôt, je disais, les boisés, les champs, une centaine d'espèces, ça va. Boiser les champs bien identifiés, on monte à 200. Et souvent, c'est sur des années, il y a des choses, des fois, que tu ne peux pas contrôler, tu as trouvé ça de telle fois. Après, la seule chose que tu sais, c'est que plus tu travailles fort, plus tu risques de sortir un nombre élevé. Et plus tu vas dans des endroits différents aussi. Mais tu vois, ça m'avait échappé un peu qu'il y avait un fait à quelque part qu'on aurait pu faire ça. Parce que oui, tu as tellement des choses intéressantes qui sont juste dans ces affaires-là, que si tu vas là, tu prends juste quelques... Les tourbières au Québec, c'est un habitat qui est tellement différent des autres qu'il y a un paquet d'espèces qui sont spécialistes des tourbières. Tu ne vas pas à côté, il n'y en aura pas de ces choses-là. Par exemple, la dolomédès, l'araignée pêcheuse, c'est une dolomédès typiquement de tourbière. Tu ne chercherais pas ailleurs, tu ne la trouveras pas. Fait que quand tu es au courant de ces choses-là, tu peux effectivement les inclure ou à donner plus de temps ou aller voir des habitats qui sont très différents. Puis là, tu risques de trouver un paquet de choses différents aussi. Alors, ça m'avait échappé qu'il y avait des fans, ça, j'aurais pu le... Mais c'est ça, c'est qu'on ne peut pas tout faire en même temps aussi. T'sais. Puis là, j'ai fait en fait sur mon bras, j'ai doublé le nombre d'échantillons que ce que j'ai engagé. Fait que moi, j'essaie de faire un bon travail. Je n'ai pas fait aussi fort qu'à Granby parce que les autres me payaient vraiment pour ça. Mais je trouvais l'idée intéressante. Puis, tu sais, un bioinventaire, c'est jamais fini. Tu commences, si jamais quelqu'un veut dire on va prendre la relève, on va essayer d'aller compléter, bien là, ça devrait bien, avec ce qu'on a fait, bien, si tu refais une deuxième année, bien, va pas aux mêmes endroits, essayer de compléter les endroits différents. Excellent point. Oui? Avec tout ce qui a été numérique, votre expérience, est-ce qu'il y a des espèces qui nécessitent une protection particulière ou qui vont être dans des zones qui ne sont pas perturbées? Très bonne question. Dans ce que j'ai trouvé aujourd'hui, non. Mais, et le mais est important, si tu vois les deux espèces que je n'ai pas identifiées sont nouvelles, on ne connaît rien encore. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est typique au sud du Québec? Peut-être. Dans ce que j'ai trouvé là, si on avait trouvé, par exemple, avec les fans ou une tourbière, c'est un bon exemple. Ça, on sait que ce sont des milieux qui sont rares, qu'il y a des espèces qui sont associées. Avec ce qu'on a trouvé ici, c'est pas des choses qui sont typiques à cette... Par exemple, c'est pas quelque chose de typique à l'érablière du sud du Québec. Ça, on n'a pas trouvé ça. Si on avait ça, cette espèce de levier-là, là, effectivement, ça deviendrait le fun. Ce que j'ai mentionné tantôt, la minuscule Mismina québecana, quand on a découvert ça, c'est pas supposé d'être au Québec parce que c'est quelque chose d'origine tropicale, mais c'est le seul endroit qu'on le trouve. Mais là, on commence à le trouver un peu partout. Alors, ça indique quoi? Est-ce que c'est très rare associé à des choses? Parce qu'on a mal regardé avant. Fait que c'est toujours une espèce de mélange de ça. La question est excellente. Avec ce que j'ai aujourd'hui, même pour le Québec, je n'aurais pas beaucoup de candidats à dire « Ah, ça, oui, vraiment, c'est associé qu'à ça, il faudrait vraiment protéger ça. » Par contre, j'essaie d'y aller avec une approche beaucoup plus par habitat. Si on a des choses intéressantes dans cet habitat-là, oui, ça vaut la peine de le protéger. Mais des candidats comme ça, c'est beaucoup plus difficile à définir. Parce que si on vient au début, les araignées, c'est des prédateurs. Ils pourraient manger n'importe quoi, n'importe où. S'ils se retrouvent dans certains milieux, c'est des variables chimiques ou d'habitat ou de lumière ou de plantes. Là, ça devient plus difficile à définir. Est-ce qu'on a l'information pour peut-être proposer une étude un peu plus poussée pour voir si c'est une zone intéressante? Parce que je sais qu'on va développer un peu plus. Oui, ça serait à faire. Ça serait à faire. S'il y a des zones où... parce que moi, avec ce que j'ai fait cette année, il y a des zones que j'ai vues que le potentiel pourrait être beaucoup meilleur que ça, mais peut-être dans 20-30 ans. Donc, il valent la peine d'être conservé maintenant. Si on veut que ça donne ça dans 30 ans, oui. Mais si on faisait une deuxième année, oui, il y aurait des choses qu'on pourrait aller de façon plus spécifique et pas nécessairement répéter ce qu'on a fait cette année. Puis on est loin d'avoir tout couvert. C'est un premier geste, une première façon de trancher le sujet et de le documenter. À partir de là, on pourrait se retourner et faire plus. Ça serait une bonne idée, en fait.
j'abîme mes choses? Oui. Mais en fait, oui et non. Parce que si je m'en vais comme ça et je fais du battage, c'est sûr que si je frappe en plein dessus, coup de malchance, ça va paraître. Et souvent, c'est très rare que tu vas avoir un seul spécimen de quelque chose qui est dans la végétation. Souvent, tu vas en avoir plusieurs. Puis un coup sur la patte, c'est pas très très grave. Si je l'ai complètement écrasé, c'est triste parce que je ne peux pas faire grand-chose avec. Mais même avec des spécimens endommagés, si c'est un mâle, j'ai mon gant de boxe, j'ai ma femelle avec ma structure, si je suis quand même capable de dire ce que c'est. Ça, c'est déjà un premier pas qui est intéressant. Donc, quand c'est des choses rares, tu souhaites toujours avoir un spécimen au moins en bonne forme pour être capable de le faire. Mais oui, dans la méthode d'échantillonnage, en battage, on peut faire ça. Avec le tamisage, par exemple, ça c'est beaucoup plus rare parce qu'il s'extrait tout seul, puis il tombe dans un petit pot d'alcool, puis ils sont toujours en bonne condition. Si je ne faisais pas ça, puis je cherchais à vue sur le terrain, ces petites choses-là, je verrais à peu près rien. Mais là, comme il s'extrait tout seul, puis il tombe en alcool, j'ai toujours des spécimens parfaits. Ça, c'est intéressant aussi. Je peux vous raconter une petite anecdote. J'arrive, je vois celle qui varie énormément, que tu as montré, oui, exactement. Puis là, je suis seule, tu sais, puis juste, on fait loin, puis je suis comme, ah, ouais, super belle, il faut que je fais ça, ça la met dans le pot, fait que je la mets dans le pot, je mets mon pot droit, puis je vois l'araignée sauter. Puis je suis comme, j'ai les araignées, ils sautent, tu m'as pas dit, puis je vais la poigner, fait que en essayant de la poigner, je te l'arrache le temps. Je pensais, pas Gilles maintenant. Je dis, ah non, Gilles, il ne sera pas content. Moi, je le temps. Mais pour compléter là-dessus, tu vois, quand je vois quelque chose, j'utilise ça comme instrument. Tu vois, c'est un espèce de petit tube transparent ici. Il y a un filtre entre les deux et un petit bras de caoutchouc. C'est un aspirateur à bestiole, en fait. Fait que quand je vois quelque chose, j'aspire. Je mets mon doigt au bout pour l'empêcher de sortir. Puis si je ramassais à la main, là, j'abîme beaucoup mes choses. Mais en utilisant un aspirateur, c'est très rare que tu abîmes un spécimen avec ça. Fait que oui, l'expérience fait en sorte que quand tu vas te travailler très fort pour avoir telle bébite, puis tu l'arrives, puis c'est pas une bonne chose. Tu fais attention après, tu essaies d'avoir des spécimens qui sont au moins travaillables scientifiquement avec. Puis l'aspirateur, c'est une excellente façon de le faire. Oui? Quand on trouve des araignées qui sont plutôt proches des habitats des humains, Oui. qu'on les trouve en nature, est-ce que ça fait nous qui les avons amenés sur nos vêtements en marchant? C'est possible. Mais en fait, sur nos vêtements en marchant, c'est plus difficile. Mais il y a des araignées qui vont adorer, par exemple, là, tout le monde va dire, ah oui, quand tu déménages, tu fais des boîtes. Et celles qu'on a dans nos maisons, qui a des longues pattes, là, qui se tiennent à l'envers, comme ça, des folcus, le gouvernement, c'est des folcus. Il ne doit pas y avoir une maison au Québec qui n'est pas ça, mais c'est pas juste au Québec, c'est un peu partout dans le monde que c'est comme ça. Puis ça, d'où elle vient, cette araignée-là, on n'en a aucune idée, parce que ça fait très longtemps qu'elle suit les humains dans les voyages. Donc quand on déménage, on ne se rend pas compte, on amène une comme ça ici. Puis là, elle est comme heureuse dans les maisons. On la trouve aussi à l'extérieur, mais les maisons font son affaire. Donc dans toutes les maisons du monde, il y a la même espèce d'araignée qui a suivi les humains comme ça. Celle que j'ai montrée tantôt, Trachellas tranquillus, c'en est une aussi qui a la réputation de voyager avec les humains. Quand on l'a retrouvée, c'était au coin de Beaubien puis de la Première. En fait, c'était tout de suite mon hypothèse. Quelqu'un l'a amené en déménageant, peut-être quelqu'un est arrivé du sud, puis que là, ça voyage avec les humains comme ça. Là, je commence à la retrouver à l'extérieur. Mon raisonnement ne tenait peut-être pas. Alors, dans certains cas, oui, on le sait qu'on a amené avec nos voyages ça. S'ils sont proches d'une maison, à l'extérieur, la plupart du temps, la plupart restent à l'extérieur. On a 3 ou 4 qui aiment beaucoup l'intérieur des maisons aussi, c'est toujours les mêmes, donc celle-là à longue patte. Mais ça fait longtemps que ça suit les humains. Ça l'a suivi probablement avec les voyages d'exploration qu'on a fait. Les marins qui arrivaient ou qui avaient du stock, ou les caisses de fruits, ou les... Ça arrive souvent, on a des choses au Québec qui arrivent ici qu'on ne devrait pas avoir, mais ils arrivent avec l'importation des biens. Ce qui est rigolo, c'est au biodôme, on m'avait demandé, hey, on a trouvé cette araignée-là, pourrais-tu nous dire ce que c'est? Mais c'était dans le système tropical. Là, je regarde, c'est une affaire qui ne vit qu'en Floride, 1, 2, 3 fois. Ça veut dire que la quarantaine des plantes a été très, très, très mal faite. Alors oui, ça voyage, ce qu'on fait, puis c'est pas partout, c'est pas dans nos maisons. Mais à l'intérieur du biodôme, les conditions sont bonnes. Pour eux autres, sont heureuses, ça va. Il y en a une autre qu'on a réussi à documenter il n'y a pas longtemps. On a des super bonnes photos de ça. C'est un petit saticide qui se trouve juste dans les serres. Très bizarre. Et elle, ça voyage avec les plantes. Il se cache un petit sac d'œufs, pouf, comme ça, on l'amène à qu'on s'en est pas rendu compte. Mais elle est au Québec, elle est dans 4 serres différentes. Mais juste dans les serres, par exemple. Donc, le moyen que la vie prend pour se distribuer sur la planète, ouais, il y a plusieurs recettes qui ont fonctionné. Et si ça ne fonctionne pas, l'exemple classique, c'est la veuve noire.
on a une ou deux fois ou 3 fois par année qui rentrent avec les fruits. Ben ça, ici, c'est trop froid, il ne réussit pas à s'acclimater à l'extérieur. Donc, à date, le nord au Québec, quand on a ça, c'est forcément introduit avec les fruits, ou par accident, on va dire, mais pas capable de s'installer ici. Les conditions ne sont pas assez similaires à l'habitat d'origine. Les araignées, monsieur, est-ce que ça mordit, ça pique, et puis ça peut transmettre des maladies? Ça mord. Ça pique pas parce que ça n'a pas de dents, donc ça a 2 grosses dents en avant. Est-ce qu'ils peuvent nous mordre? Certainement. Est-ce qu'ils nous mordent souvent? Non. Est-ce que c'est dangereux pour nous? Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque araignée sur Terre a du venin. Toutes les araignées ont un venin, mais ce venin-là est fait ou designé pour les mouches, les papillons. Sur les humains, ça ne fait pas grand-chose. Mais là, j'ai parlé de 52 000 sortes d'araignées. Il y en a 50, pas loin de 52 000 que c'est le cas. Il y en a une douzaine qui ont un venin qu'on sait qu'il y a une réaction humaine. Donc, si on se fait mordre par ça, pas une bonne idée, pas une bonne nouvelle. Alors, ces 12-là, oui, là, t'es mieux de te rendre à l'hôpital, il y a des contrepoisons qui existent, tout ça. Pour les autres, ce qu'on a au Québec, en fait, moi, juste par curiosité, je me suis fait mordre quelques reprises. On essaie de documenter ça en photo pour le fun aussi. Donc là, on mord, on pèse dessus pour qu'elle mette plus de venin le possible à l'intérieur. Je dis, OK, on a des bonnes photos. Là, on enlève, là, je regarde ce que ça fait. Moi, je sais que c'est pas dangereux. Je ne ferais pas ça avec une veuve noire, par exemple, parce que ça, on le sait que le venin est neurotoxique. Et pour tout ce qu'on a au Québec, et moi, ce que ça me fait, je ne fais pas de généralisation, mais ça me démange beaucoup pendant à peu près 5 minutes. Là, ça pique, il ne faut pas que je me gratte, il ne faut pas que je me gratte, il ne faut pas que je me gratte. Après 5 minutes, c'est fini. Mon hypothèse, c'est quand ça gratte, si jamais les gens sont assez malchanceux pour se faire mordre, et ça n'arrive pas souvent, dans les têtes des gens, ça arrive souvent, mais je suis loin d'être convaincu, mais si c'est vrai que tu te fais mordre, puis là, tu te dis, hey, ça pique, là, je me gratte. Là, en grattant, là, tu as bien des chances de mettre des bactéries là-dedans qui vont se développer et les gens font une infection. Ah, c'est la morsure d'araignée. Dans le venin des araignées, il y a même un antiseptique. Là. Donc, contre les infections. Alors, quand si quelqu'un se fait mordre et ça fait une réaction cutanée comme ça, souvent c'est parce que les gens se grattent. Et quand on fouille un peu, puis on essaie de voir quelle est la cause vraiment de ça, on n'arrive pas à... Autrement dit, l'événement ne part pas d'une araignée, ça part de... Habituellement, c'est d'autres choses. Mais surtout que les gens, à cause du grand documentaire Spider-Man, ils voient 2 petits trous, c'est une araignée qui m'a mordu. Là, ils mesurent entre les deux, l'autre fois, ouais, c'était sûrement ça, c'est 4 mm. Ouais. Tu ne peux pas diagnostiquer une morsure d'araignée après coup, ça se fait juste pas. Il y a des tonnes d'affaires qui peuvent. Mais par contre, le gratté est infecté, ça, c'est quelque chose qui est vraiment cool. Alors, ça peut arriver souvent, ça? Moi, j'ai jamais vu ça. Mais tu vois, c'est difficile à démêler parce qu'il y a quelques années, quelqu'un m'avait envoyé un gars m'appelait, je me suis fait mordre par une araignée. Je dis, oh, sérieux? On va voir un médecin qui consulte. C'est une araignée. Je dis, t'es sûr? Oui, c'est une araignée. Je dis, t'es où? Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça donne bien, je suis pas loin, on va aller chercher cette araignée-là. Ça m'intéresse, moi. Ah, là, je peux pas. Là. Puis finalement, elle a insisté, le lendemain, c'était pire. Je dis, ben moi, c'était toi, ton médecin qui t'a dit que c'était une morsure d'araignée. Va en voir un autre, OK? Puis en allant avoir un autre, c'était une bactérie mangeuse de chair. Ça n'avait rien à voir avec une araignée. Et souvent, les diagnostics sont comme ça. Il y a un article d'un médecin qui a signé au Québec 2 morsures de brown recluse puis 2 morsures de veuve noire dans les dernières 3 années. Ces espèces-là ne sont pas ici. Fait que moi, j'ai écrit au médecin, tu te bases sur quoi pour dire que c'était ça? J'avais eu une réponse, c'est ça. Mais je trouve ça très drôle qu'au Québec, morsure de brown recluse, l'espèce n'est pas ici, elle n'a jamais été trouvée. Aux États-Unis, où il y en a des millions, et c'est bien documenté, depuis 10 ans, 2 cas connus. Donc, on a tapé aussi fort pour une espèce qu'on a. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Et c'est ça, quand les gens ont peur ou ils veulent une réponse, souvent le diagnostic vers l'araignée va très, très, très rapidement, alors qu'en réalité, scientifiquement parlant, souvent, ça ne tient pas la route. Quand tu grattes un petit peu, c'est quoi te dire, tu vas aller trouver quelque chose d'autre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre ça au sérieux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger, il faut être prudent, mais quand on va vraiment à la source, habituellement, on conclut à autre chose. Et pourquoi une araignée mordrait, par exemple, dans nos maisons? Si, mettons, le cas typique, je travaille en Nouvelle-Zélande, fait que l'histoire est bonne en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, il y a la version de la veuve noire, qui est la Trodectus catipo, qui est une super belle araignée qui est là. Elle se tient sur le bord des plages, dans les petites touffes d'herbe qui sont là. Les gens ne savent pas mettre leur serviette. Toute la journée, ils ont tapé sur l'araignée. Le soir, ils prennent la serviette, la mettent alentour de leur cou. L'araignée est dedans, se font mordre typiquement. Alors, c'est souvent quand elles se sentent coincées, ou tu la prends dans ta main, tu la serres trop fort. Mais une araignée qui court après quelqu'un pour la mordre, ça, j'ai pas encore vu ça. Dans ta maison, chez vous, il y a des araignées, il n'y a aucune chance qu'il y ait
Ben, il ne faut jamais dire aucune chance, mais c'est très peu probable. Parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à nous voir. Absolument pas. Ils n'ont pas besoin de sang, de choses comme ça. Non, c'est des prédateurs, donc ils mangent des petites bestioles. Et les cas de morsure, c'est souvent par accident. Tu as un chandail, tu ne savais pas, tu l'as mis sur ton cou, ou tu l'as coincé comme ça, sans t'en rendre compte. Et autre chose, les gens se réveillent souvent, ah, j'ai une araignée qui m'a mordu cette nuit. Si tu avais quelque chose pendant la nuit qui t'avait percé la peau, là, puis tu t'en es pas rendu compte, cherche ailleurs. Cherche autre chose. Habituellement, c'est pas ça. Il ne faut jamais dire jamais ou être trop catégorique. Mais dans le cas des araignées, depuis que je m'intéresse à ce sujet-là, ça fait quand même quelques années, j'ai aucun cas bien documenté de quelqu'un qui s'est fait mordre et il y a une conséquence médicale. Tu te fais mordre, que ça gratte, ça c'est bien connu, c'est pas énervant. Mais d'avoir une conséquence grave, j'en ai pas encore trouvé. Donc si c'était si commun que ça, je ne serais pas encore en train de chercher mon premier cas. Mais par contre, se faire mordre, ça gratouille ou ça gonfle un peu, ouais. Ça, c'est commun. Ici, de l'antivenin, on n'a pas ça dans le Oui, on en a par précaution dans les hôpitaux, mais ce qu'il faut dire, c'est que prendre l'antivenin sans que ce soit la bonne chose, c'est plus dangereux pour ta santé. Oui. Donc là, je me suis fait mordre par une beuve noire. OK, montre-moi, c'était quoi la version? Ah, je ne l'ai plus. Ah, non, regarde. Tu peux pas, t'arrives pas comme ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, c'est pas la chose logique à faire. Autre question? Merci, vous avez été un super bon public, j'ai même pas eu de discipline à faire.